Merci à tous d'être ici avec nous malgré cette canicule. Tu vois plein de visages amis, c'est cool. Ce soir, je vous ai envoyé cette invitation au nom de Feed Forward avec un thème qui est celui du reboot. Reboot, c'est parce que l'IA, en fait, elle nous challenge dans tel et en aspect qu'on en arrive à dire, en fait, il faut tout remettre à plat et peut-être tout recommencer et tout reconsidérer avec un œil nouveau. Le sujet de la créativité est le plus touché par ces sujets. On a entendu beaucoup de déclarations un peu défaitistes concernant l'avenir des agences à l'ère de l'IA et des agents autonomes. Donc, on est ici ce soir justement pour en parler. Pour commencer, je voulais juste vous poser une petite question. Combien de personnes ici ont un abonnement ChatGPT? Levez la main. Voilà, super. Gardez la main levée si vous avez aussi un abonnement Midjourney. Gardez la main levée si vous avez aussi un abonnement vidéo RIA. Gardez la main levée si vous avez aussi un abonnement à un upscaler IA. Maintenant, je voulais garder la main levée que si vous allez commencer à créer des GPT sur mesure pour mieux utiliser tous ces outils. Donc des assistants. Ok, on a des bons élèves, il y en a qui hésitent. Très bien, maintenant il faut garder la main levée que si vous avez commencé à créer des workflows sur mesure plutôt qu'à utiliser ces outils pris à l'emploi. Donc c'est pas dire open source, tout ça. Ah, d'accord, il y a des mains qui se baissent, il y a plus grand monde, c'est cool. Donc écoutez, ce soir on est réunis pour aborder tous ces sujets et un peu de façon claire des uns et des autres et essayer de trouver une recette qui fonctionne pour vous. En tout cas, on espère vous amener des idées fraîches. Et ce soir, on a réuni un panel d'experts. Donc, je vous demande d'applaudir bien fort le panel qui est derrière moi. Merci beaucoup d'être parmi nous, Julien, Gélie, Vincent et Morgane, pour partager un peu où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez pu tester. On va pouvoir commencer, histoire de respecter notre timing. Donc, je vais vous poser une petite question d'ouverture et à laquelle je vous demanderai de tous répondre chacun à votre tour. En seulement 2 ans, il y a bousculé beaucoup de choses. Quel a été pour vous le plus gros bouleversement en interne dans votre relation client? Le plus gros bouleversement, je dirais qu'il n'est pas en interne parce que c'est fait de manière assez naturelle, c'est peut-être plutôt sur la partie client quand je demande de signer les contrats. Et je souligne maintenant où c'est est-ce que ça a été généré par de l'IA. Si oui, il faudra le préciser. Ce qui, pour moi, devient qu'il y a une corde de défiance en fait aussi par rapport à l'IA. Et en fait, si c'est généré par l'IA, du coup, je paye moins cher. Ça, c'est, je pense, une question que le Bocaron peut se causer légitimement chez le client. Donc si la question était quel est le truc qui va le plus changer, le plus se marquer, ça va être côté client. Je pense que sur la partie agence créa, on arrivera après, notamment sur la solution très différente à la production. Très bien, et donc du coup, Jules, côté client? Ouais, tout à fait. Moi, je suis côté client. Ce que ça nous a permis de faire, l'IA, c'est d'importaliser des ressources créatives. En fait, sans l'IA, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, Opella, c'est de l'Uprad en France, mais c'est toute la partie de Sanofi, Consumer Healthcare, c'est-à-dire tout ce qui se vend sans prescription. On vient quand même du monde de la pharma. Jusque-là, c'était totalement impossible d'internaliser des ressources créatives chez nous et puis une catalytique chez vous. Parce que n'importe quel créatif serait mort à travailler dans le contexte pharma, medical, legal, régulatorique, voilà. N'importe quelle idée serait morte aussi, n'importe quelle image, texte serait mort, nous sommes mort. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, j'aime bien dire on a équipé des créatifs de bazooka, ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont peu nombreux, mais ils sont très très forts et ils arrivent à en découdre avec le reste d'une organisation qui est assez grosse quand même. Du coup, moi, je dirais que, à la fois, évidemment, ça a complètement bouleversé la relation qu'on peut avoir entre clients et agences. On en est encore qu'au début, parce qu'on n'arrive pas encore complètement à signer quelques contrats, en général. Point de vue légal et éthique, donc il y a encore pas mal de frontières, mais on sent que vraiment la relation est totalement rebootée, hein, franchement, on y est. Et puis, surtout, tout devient conversation. On l'a bien vu au début, hein, on était tous dans les agents, dans toute la chaîne d'agents maintenant qui irrigue absolument toute l'agence. C'est assez fascinant de voir à quel point cette conversation a élayé les processus de travail depuis 2 ans. Moi, je dirais que là a bouleversé mon métier, que ça a permis notamment d'intégrer dans les agences des métiers nouveaux,
que les agences n'auraient pas forcément intégré auparavant, mettre plus de tech dans les agences. Et l'IA a vraiment permis aux agences de se poser la question de OK, maintenant la créativité, elle est vraiment liée à la technologie et on peut plus les dissocier. C'est pas vraiment un reboot, mais en tout cas c'est un mariage qui a été forcé, mais qui est inévitable. C'est un peu deux personnes, on sait qu'elles se marient en Lego. Là, je pense que c'était un peu ça avec l'intelligence artificielle pour les annonces, marier la créativité et la technologie, c'est ça qui a bouleversé mon quotidien, mon métier et le monde des agences. Super, merci pour vos réponses. Et c'est vrai que quand on y pense, tout ça, c'est arrivé il y a 2 ans dans nos vies. Et la technologie bouge tellement vite. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on pourrait confier à une IA par rapport à un humain. Du coup, dans vos sujets de production, je voulais vous poser la question. D'ailleurs, Morgane, tu as le micro. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui peut ou doit être automatisé dans la chaîne créative ? Alors même si je suis une grosse geek et que j'adore l'IA, il y a quand même des valeurs et des choses qu'on laisse à l'humain et je pense qu'on laissera toujours à l'humain, notamment l'inspiration. Je pense que c'est le monde qui nous entoure, qui nous inspire. Une IA, elle fonctionne avec la data, elle est inspirée entre guillemets par la data. Mais nous, cette data, on n'est pas guidé par des contextes qui nous inspirent. Parfois, cette lumière, je sais pas, en plein dans ma figure, par exemple, elle peut m'inspirer. Alors qu'on n'aurait pas donné ce dataset à une IA pour l'inspirer dans sa créativité. Donc, il y a cette part un peu de magie aujourd'hui, quand même, dans l'inspiration humaine, où on ne sait pas d'où elle provient. Et ça, on ne peut pas le donner à l'IA. Donc, toute cette partie-là, on ne peut évidemment pas vraiment l'automatiser. En revanche, c'est tout le processus ensuite créatif. Une fois qu'on a l'idée première, le flash, l'émotion qui nous inspire, où là ensuite on va pouvoir s'aider de l'IA pour aller plus vite, pour mettre en lumière, dessiner une première partie de cette idée. Donc c'est plus dans l'automatisation de la mise en œuvre de l'idée que, on va dire, cette idée, la naissance de cette idée. Même si on se rend compte à l'agence aussi avec les créatifs, que c'est en ayant créé, généré des premières images qu'il y a la naissance d'une nouvelle idée, un nouveau chemin qui s'ouvre. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc ça va nous permettre d'aller de plus en plus vite. Mais c'est plus dans ces process d'automatisation, on va dire, de création, plus que d'inspiration, aujourd'hui, qu'on a l'IA qui nous aide à l'agence. Ok, merci pour ta réponse. Je sais que récemment, j'ai eu une discussion avec Buzzman sur les sujets, la Big ID et justement l'importance de l'intuition humaine. Quels sont, selon toi, qui recrute, qui est un peu au pilotage de justement les recrutements stratégiques, est-ce que tu as changé dans ta façon de recruter justement par rapport à ces réflexions de l'importance de revaloriser la strat, la créa à l'ère de l'IA ? Comme l'a dit Morgane, je pense que l'impulsion, elle vient d'abord de l'humain, ouais. Parce que d'abord, avant l'IA, il y a un prompt, il y a des choses comme ça. Donc, il faut garder des cerveaux créatifs, à savoir des cerveaux qui ne pensent pas comme les autres, dans la manière dont on recrute, donc des gens curieux qui ont envie de tester. Donc, d'ailleurs, l'adoption de l'IA fait partie, en fait, de ce qu'on va rechercher chez les gens, parce que ce sont des gens curieux qui vont s'y intéresser. C'est pas systématisé, parce que c'est fait de manière très organique chez nous, mais la réalité, c'est que en fait, ces gens-là doivent, entre guillemets, adopter le nouveau mode de fonctionnement. Donc sur la partie conception, ils continuent de faire comme ils font, à savoir, je ne sais pas comment, pour trouver des idées, parce qu'un créatif, en fait, tu lui racontes un cadre très précis, parce que avec des contraintes et tout, parce qu'un créatif a besoin d'un cadre pour être créatif justement dans ce cadre-là. Et là, en général, il n'y a pas de méthodologie. Tu vois, les clients, parfois, ils fantasment du fameux brainstorming, comment vous faites, comment ça se passe. Mais non, il n'y avait pas ça chez nous, en fait. Tu racontes un brief créatif à des cerveaux créatifs qui infusent, vivent avec 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et peut-être avec la lumière blanche, il se passe un truc à un moment donné, et là, ils y vont. Et après, l'IA va permettre peut-être de valider la pertinence du concept, la puissance du concept de manière plus rapide, parce que tu peux générer des images, tu peux générer des voix off, par exemple. Donc tu vas faire un petit mood, un petit film, tu vois, et tu poses une voix dessus. T'es pas obligé d'aller dans un studio, de prendre un comédien pour le faire. Et puis après, sur la partie
production, là, je pense que c'est vraiment un autre débat parce qu'on a vu toutes les vidéos qui ont été générées aujourd'hui d'une très grande qualité. Il y a 1 an, il y a une boîte de prod sur un film pour Feu Vert chez nous avec le chat, le blanc Ramsès, qui nous a proposé un film full IA. On a un peu halluciné, donc on y a été par curiosité. On l'a pas fait pour l'instant, mais ça va y venir forcément. Mais en tout cas, sur la partie conception, je pense que c'est un accélérateur. Néanmoins, on a toujours besoin de ces cerveaux très créatifs, de la curiosité qu'ils ont de manière, tu vois, inhérente. Ils font d'autres choses dans la vie à côté de la pub. Ça, on doit continuer de fueler les gens avec d'autres centres d'intérêt. Et ça, c'est important. Et souvent, on dit, ouais, en fait, l'IA ne peut pas être créative parce qu'elle s'inspire de l'existant. Pour pas faire machine versus people, la réalité, c'est que les créatifs s'inspirent de l'existant aussi. En fait, la créativité, notamment publicitaire, c'est du remix de choses existantes, c'est des courants d'influence publicitaire ou dans la mode, dans plein de choses. En fait, on s'inspire des trucs qui ont eu lieu dans les années 60 ou dans d'autres courants. Et en fait, c'est pour ça que moi, cet argument que j'entends souvent, on ne peut pas être créatif parce que l'IA s'inspire de l'existant, j'y crois pas une seconde, parce que c'est ce que font les gens, en fait. C'est juste qu'ils le font de manière un peu différente. Ouais, j'aimerais juste ajouter quelque chose, en fait. Moi, je trouve que l'IA est plutôt créative. Je trouve que ChatGPT, si je lui demande des idées, il est plutôt bon, en fait. Alors, il n'est pas aussi bon que les créatifs d'agences pour trouver des idées qui sont rares, qui sont précieuses, qui vont reframer une catégorie ou un problème. Mais on va pas se mentir, hein. Nous, on a une centaine de brands dans notre portfolio, 15 brands qui sont prioritaires. La plupart du temps, ce que l'IA nous propose, c'est assez bon. Mais c'est pas parce que l'IA, elle est bonne en soi, hein. C'est parce que nous-mêmes, en tant que clients, entre guillemets, la plupart du temps, nos process de développement, depuis les tests conso, les tests de copie, voilà, ont tendance à lisser, si c'est pas enterrer, les idées créatives. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut internaliser ? On peut internaliser, pour moi, en tout cas avec l'IA, nous, c'est ce qu'on fait, tout ce qui, à un moment donné, n'a pas de nécessité d'avoir une très forte ambition créative et une très forte ambition stratégique. Parce que repenser un problème de manière complètement différente, ça, l'IA, elle le fait pas encore très très bien. Mais j'ai presque envie de dire, pour le contenu du quotidien et les campagnes du quotidien, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est parfait, tu m'offres une transition dont je n'aurais pas pu rêver. Justement, on est dans un monde où il y a Meta qui promet de internaliser d'un bout à l'autre la production des assets pour les pubs, où les Microsoft, OpenAI, Google vont vous mettre à disposition des account managers Adobe, vous avez des contrats avec eux, ils vous développent des outils qui vous permettent de faire un maximum de choses en autonomie, sur de la déclinaison, sur des choses du quotidien. Et du coup, la question se pose du rôle de l'agence créative en 2025. Et je voudrais demander à Vincent comment vous voyez la chose. Vous qui avez beaucoup de creative technologistes chez VML, qui êtes rattaché au groupe WPP, qui a développé une plateforme pour justement permettre à des clients d'être aussi en autonomie. Donc, comment vous voyez ce nouveau rôle de l'agence créée en 2025 ? Déjà, effectivement, il va falloir laisser une partie des choses chez les clients, parce que la réalité, c'est qu'une partie de delivery et de la production s'automatise, hein, et que du coup, il vaut mieux être du côté de ceux qui proposent l'automatisation que ceux qui la subissent. Donc, on investit beaucoup dans cette partie aval. Sur la partie amont, moi, je vois deux choses. Je reviens sur le super pouvoir des créatifs et des stratèges et en insight. Je ne crois pas au fait que ça va totalement se substituer au talent, à part sur des sujets effectivement à faible valeur créative ou stratégique. Du social media, on en fait de plus en plus qui s'automatise à partir du moment où on a investi dans la création de ce qu'on appelle des brains chez nous, hein, pour nos clients. On a investi pour créer des custom brains et que du coup, ils connaissent la charte graphique, ils connaissent le tone of voice et du coup, on va plus vite dans la production d'assets, ce qui fait aussi un petit peu la différence versus les clients qui essayent de créer le leur. Alors je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on voit deux choses qui arrivent qui sont assez contraires. Beaucoup de clients ont insourcé, et puis il y a une telle vitesse technologique que nous, on investit beaucoup sur les nouveaux outils et qu'actuellement, il y a des clients qui reviennent vers nous en disant on n'arrive pas à suivre, et que du coup, peut-être que dans 2-3 ans, dès que les solutions technologiques se seront un peu apaisé. Nous, on voit que le management de la complexité, la course vers la technologie, enfin l'investissement qu'on y met en tant que WPP, mais aussi à l'agence, les équipes de Morgan où on explore et on met du temps pour explorer. On n'a pas fini VO2 qui a VO3 et on n'a pas fini Eleven Labs qui en a un autre qui arrive, Agent sort. Il faut qu'on soit parfaitement en maîtrise de ces outils-là pour proposer le meilleur à nos clients. Plus c'est complexe, plus ça va vite, plus le rôle des agences a aujourd'hui du sens.
Il aura du sens demain, mais je pense que les conditions vont changer, la relation entre un client et un annonceur va changer. Effectivement, notre plateforme, on a une partie de plateforme où on vend maintenant du self-service au client pour qu'il fasse une partie des assets lui-même, et on vend une licence. C'est une vraie nouveauté et une philosophie tout à fait nouvelle à l'agence en tout cas. Très intéressant, merci Vincent. Donc c'est vrai qu'il y a, pour avoir discuté avec énormément d'agences, certaines parmi vous, on a pu discuter de ces sujets. Côté Fleet Forward, on a constaté qu'il y a des disparités et des différentes approches, différents niveaux d'avancement sur ces sujets, différents degrés d'investissement. Comment bien valoriser justement auprès des clients, comment leur donner à voir justement tout ce travail autour pour revaloriser l'idée, l'humain, l'agence. Si on n'est plus sur de la prod uniquement, comment vous voyez les choses? Comment on peut, et avec quels KPIs, avec quel discours, vous arriverez à mieux vendre l'idée et la strat dans un monde où la partie des CLI, finalement, c'est un outil qui va la prendre à sa charge avec le client. Donc Vincent. Le sujet de la relation client-annonceur, du modèle économique, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. On valorise les talents et on continue à valoriser les talents. Moi, je ne crois pas au planning stratégique vendu en mode de tokenisation du planning strat ou de la créa et t'achètes à la conso. Non, je n'y crois pas du tout. En revanche, d'avoir des approches qui valorisent à la fois le talent dans sa partie strat, créa, mais ensuite avoir des nouveaux modèles économiques au livrable demain en termes de production. Par contre, je pense qu'on est en train d'arriver sur un sujet un peu hybride à l'agence. Et on tâtonne, hein, pour être très clair, hein, on tâtonne sur ces sujets-là. Et je pense qu'au niveau client, ça tâtonne aussi, quoi. Ah, peut-être pas chez toi, mais en tout cas, ça tâtonne. Moi, j'aime beaucoup faire le parallèle entre le fait que c'est pas parce que tout le monde a eu un appareil photo numérique à un moment donné, avec l'autofocus, avec les grilles pour prendre des belles photos, que tout le monde sait faire de belles photos. Et donc, je fais beaucoup le parallèle pour dire, c'est pas parce que les clients vont s'équiper d'outils d'IA générative qu'ils vont forcément savoir les maîtriser. Il y a cette maîtrise, il y a l'œil de l'expert. Et en agence, on a les yeux d'experts avec les créatifs qui savent parler à une IA pour générer de l'image, qui savent parler à une IA pour générer de la vidéo, parce qu'il faut avoir aussi des termes techniques, une sensibilité, de l'inspiration, etc. Et c'est pas parce qu'on a l'outil, c'est pas parce que mes parents ont un appareil photo numérique et que ma maman s'est acheté un réflexe, blabla, qu'elle m'a sorti des super belles photos de montagne. Elle avait super mal réglé parce qu'elle savait pas, en fait. Et ça, je trouve que c'est aussi un très bon exemple pour dire, c'est pas parce qu'on s'équipe qu'on sait faire. Et justement, il faut s'équiper avec les bons experts. Et dans les agences, c'est là qu'on trouve les experts qui savent utiliser ces outils. J'ai parlé de KPIs parce que on a, avec du coup cette discussion qu'on a eue avec Buzzman, je trouvais très intéressant l'approche que vous aviez de corréler une partie de votre rémunération à la performance de vos campagnes, avant même qu'on ait ces sujets IA qui arrivent sur la table. Et je trouve ça très inspiré et inspirant. Dans un monde où justement ça va forcer l'agence à arriver avec un concept à la fois créatif et axé vraiment sur le fait de répondre aux objectifs du client. Donc est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Oui, ça fait longtemps qu'on ne vend pas que du temps passé. C'est bien de l'avoir anticipé à l'heure de l'IA parce que je pense que c'est le nerf de la guerre, surtout quand tu as des kilos de contenu qui vont passer en fait soit chez le client, soit via de l'IA pure, qu'elle soit dans d'autres boîtes qui le maîtrisent ou pas. Je pense que valoriser les idées créatives parce qu'on a des clients en face qui viennent acheter des idées créatives, transformatives sur le business, c'est-à-dire qui croient au pouvoir de la marque. Et je pense qu'à l'heure de l'IA, la marque, avoir une marque différenciante, différenciée sur des marchés de plus en plus bataillés, mais surtout qui seront aussi en fait peut-être plus unifiés, parce qu'en fait tu auras plein de contenus bas de funnel qui vont être produits par de l'IA. Tu as aussi l'expérience pure. Quand je parle d'expérience, je parle d'expérience utilisateur, choses comme ça, sur des qui vont être boostés à l'IA, qui vont être super en fait. Jusqu'à présent, je pense que tu faisais aussi la différence par rapport à un concurrent, avec ton expérience et avec ta marque. Aujourd'hui, l'expérience, je pense qu'elle va prendre beaucoup de points grâce à l'IA et tout ce qu'il y a derrière. Et comme là, on se parle vraiment de créativité, je pense que défendre la capacité d'une idée à générer du business derrière, c'est clé parce qu'en fait tu vas moins vendre de temps passé parce que tu feras moins d'assets et surtout d'ailleurs de vendre que du temps passé, on n'a jamais trop compris parce que ça veut dire que si tu mets plus de temps à le faire, c'est que tu vas gagner plus d'argent au final. Enfin, non, on raisonne vraiment en termes d'objectifs marketing à atteindre et derrière on met des KPI, que ce soit des KPI business plutôt terre à terre, chiffre d'affaires, trafic ou peu importe, et bien sûr des KPI sur la marque, notoriété,
tel item d'image que tu traques et comme nous on croit en fait en la capacité de nos idées à avoir un effet de levier, on peut mettre une partie de la REM en jeu, voilà, et on se dit si on l'a pas atteint on aura un malus parce que on perd ensemble, on gagne ensemble et ça les clients ils sont plutôt sensibles, surtout les clients qui, encore une fois comme l'a dit Julie, ont envie de créer des marques fortes ou en tout cas des idées transformatives, et ça les clients il faut qu'ils soient bien câblés par rapport à ça. Voilà, ça c'est un contenu sur lequel je vais investir et donc peut-être passer par une agence créa parce que ça va être mon chapeau qui me servira, ou alors c'est du contenu dit going, dit bas de funnel, je sais pas comment on dit, mais voilà, tout le contenu qui va aussi fueler la machine, notamment le social media. J'ai vu je crois ce matin un article d'une agence qui disait qu'il y avait 50% de leur page Insta qui était produite par de l'IA. Je crois que c'était un truc de bijoux, et c'est vrai qu'en fait quand tu fais une bague sur un doigt ou je sais pas quoi, enfin rien ne ressemble plus à une bague sur un doigt, et c'est un joli visuel et c'est fait par de l'IA, ou un shoot c'est la même chose je pense, parce qu'après il y a du média pour le pousser aux gens, mais tu auras toujours besoin de l'agence créa pour poser ce concept là, et c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui, et encore plus à l'heure de l'IA. Et pour ajuster la bague au doigt. Julie, tu voulais réagir aussi, ça serait intéressant d'avoir ton avis sur ces sujets. Alors, moi je crois qu'on peut, par exemple, on peut tout internaliser, en vrai. Je suis désolée. Boum. Je pense qu'on peut tout internaliser. Pourquoi je le dis ? Parce que avant d'être chez Opella, j'ai passé 4 ans chez Lego. 95% de ce que vous voyez sur la marque Lego aujourd'hui vient de l'agence qui est internalisée et qui est une vraie agence de 400 personnes. Donc c'est l'équivalent d'une grosse agence française dans le sud du Danemark. Ceci étant dit, là où on a encore besoin des agences, pour moi, c'est sur 3 sujets. Le premier, c'est pour nous tenir la main. Parce que, en vérité, aujourd'hui, le marketing, c'est devenu tellement complexe. C'est être brand manager, ça fait appel à tellement de savoir-faire différents, de capacités différentes, d'expériences différentes, qu'à un moment donné, pouvoir avoir un expert qui nous accompagne et nous aide à réfléchir et nous aide à consolider nos points de vue, ça, je trouve que ça aide. Le deuxième point, pour moi, sur lequel éventuellement les agences ont encore de l'avance, mais combien de temps, je ne sais pas, c'est le style. Parce qu'en fait, quand on va tous se mettre à faire des images avec Midjourney, eh ben, tout va se ressembler. Et du coup, moi, je travaille avec, par exemple, quelqu'un dans mes équipes internes qui a énormément de talent. Ce qu'on aime, c'est son style. C'est-à-dire, ces images ne ressemblent absolument pas à du Midjourney. Jamais. C'est Cynthia. Hello. Et ça, pour le coup, moi, on a la chance d'avoir repéré Cynthia et de collaborer avec elle aujourd'hui. Mais c'est vrai que le style, le goût, je pense qu'il restera plus longtemps dans les agences que chez nous. Parce qu'en fait, il y a très peu de clients qui peuvent réellement s'équiper de ce point de vue-là, avoir une vraie culture design et une vraie culture du style. Et donc, en dehors de ça, en fait, on peut tout internaliser, mais là où je te suis, c'est à un moment donné sur la création de valeur, que ce soit internalisé ou que ce soit externalisé, c'est toujours une bonne idée de se poser la question de ce mode de rémunération-là. C'est pas complètement nouveau, mais c'est encore plus important, parce que du coup, à un moment donné, c'est génial de payer son partenaire, parce qu'à un moment donné, il fait progresser le business, quoi. Donc, ça, c'est toujours un bon point. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose ? En t'entendant parler des agences, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, qui est que l'une des forces des agences, je trouve, d'ailleurs c'est pour ça que des personnalités comme la mienne aiment travailler dans les agences, c'est la pluralité de clients, de projets, et on travaille sur différents secteurs d'activité. Et je trouve que le fait d'être sur différents secteurs d'activité, ça nous ouvre aussi beaucoup plus. Par exemple, un secteur d'activité, on va faire ça, on va dire tiens, et si on pourrait aussi le faire sur ce secteur-là. Et le fait d'être pas forcément focus internalisé, ça nous permet d'avoir, je pense, peut-être un regard, une prise de hauteur certainement différente des personnes qui sont chez l'annonceur, parce qu'ils ne pensent que sur cette marque, avec cette marque, comme cette marque. Et ça, peut-être que ça bride un peu les chemins créatifs qu'on peut ouvrir en agence. Battez-vous. Le débat est lancé. Ouais. Peut-être qu'on sort de l'IA, mais c'est vrai que nous, chez Buzzman, on a une slide un peu provoque où on dit à nos clients, enfin en tout cas à nos prospects du moins, notre business model, c'est de ne jamais devenir vous. C'est-à-dire que par exemple, on ne mettra jamais quelqu'un en régie chez un client parce qu'on veut garder cette fraîcheur et cette capacité de décadrage
pour en fait peut-être prendre le problème par un angle auquel ils n'ont pas pensé parce qu'ils ont la tête dans le guidon et c'est ok, tu vois. Donc ça veut pas dire qu'on n'est pas au courant de ce qu'ils font comme métier et ni de leurs contraintes et ni de tout ce qui va avec. Donc après c'est vrai que sur le para-pharma c'est très peut-être particulier dans le sens où on n'est pas sur du consumer pur, il y a tellement de cadres légaux à savoir qu'il y a des agents spécialisés. En tout cas, nous, c'est une des forces et c'est pour ça qu'on croit beaucoup aussi encore au modèle créatif pour des clients qui ont besoin en fait de voir le modèle différemment. Et ça me faisait penser à ce que tu viens de dire. En fait, moi, je pense que le sujet est entre les deux, tu vois. Parce que cette hybridation entre le rôle de l'agence, ce qu'elle peut amener, du coup, par ses investissements, sa créativité, le style, et puis aider aussi les clients, quelque part, à grandir. Et on forme pas mal de clients à grandir. La réalité, c'est qu'effectivement, beaucoup de clients essayent de se... Tout le monde n'est pas légaux, sinon, j'ai envie de te dire, mais en tout cas avoir cette capacité de fraîcheur et puis de se dire que le monde de demain n'est pas celui d'hier et que le rôle des agences de demain ne sera pas celui qu'il a été, ça c'est évident. À savoir où va s'arrêter la frontière et quel sera le rôle des agences. En tout cas, je pense qu'il est à la frontière de la créativité, de la strat, mais aussi de la data et de la tech. Et ça, c'est super important d'internaliser ces compétences-là et c'est ce qui fait un peu la différence, je pense. Moi, j'aimerais dire à Morgane que je fais du laxatif, de l'allergie, de l'antidouleur. Et en fait, on est présent sur une dizaine de catégories et on a une quinzaine de grosses marques et une centaine de marques. Donc en fait, la variété, on la trouve. Et après, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit assez juste avec nos agences. C'est-à-dire que très souvent, on leur demande de devenir expertes de nos catégories parce que ça simplifie quand même les échanges. Donc on leur demande de connaître le cadre légal, par exemple, et de pouvoir connaître les catégories, voilà. Et en même temps, j'entends le fait que ce qu'on attend d'elles, c'est une espèce de fraîcheur. Moi, la façon dont je le résous, c'est avec les gens et la culture qu'on met autour de ces gens-là. Je pense qu'on peut avoir des gens curieux en interne comme en externe et que la variété des sujets, elle peut être partout. Voilà. Merci Julie. Merci beaucoup. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est parlé de ce partenariat agence-marque. On fait du business ensemble, on est vraiment skin in the game. Je trouve ça une super piste. Et ce que j'aime bien avec l'IA, c'est qu'effectivement, qu'on soit sur un laxatif ou sur une bouteille d'alcool, il y a une réglementation, il y a l'envie d'avoir la fraîcheur des idées, et du coup, ce regard neuf et non biaisé par « oui, mais le juridique voudra jamais », que l'agence peut amener. Et puis, il y a l'IA qui peut servir un peu de liant. Et ce que je trouve cool, c'est qu'on sorte un peu de ce côté « donnez-nous votre brief, et on va le digérer tout seul, et on revient vers vous dans... je sais pas combien de temps, avec 2 pistes. Et puis, en fait, ça se trouve, on est tombé à côté et on va repartir mouliner. Et après, on revient et après, on va avoir encore 2 pistes. Ce qui est cool avec l'IA, c'est qu'on peut arriver direct tous autour d'une table et dire, bon, bah voilà, est-ce qu'on a bien compris ? Donc, on va commencer à mouliner ensemble, on va produire plein de pistes. Et en fait, on va s'autoriser à ne plus perdre de temps à faire des erreurs dans les directions, peut-être. Et peut-être partir tout de suite dans un chemin où on a moins ce risque de « ah mince, mon N+2, en fait, il a dit qu'il aimait pas du tout, donc en fait, on revient en arrière ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche de la co-création client et agence ? Est-ce que c'est tabou ? Est-ce qu'on peut y aller, Julie ? Julien me disait « je ne fais pas de co-création ». Il veut pas. Alors du coup, il veut pas y aller. Nous, entre guillemets, nous, l'équipe qu'on a mis en place en interne, elle a des ways of working qui sont extrêmement différents. On dit toujours, on n'est pas une agence, on n'est pas un studio, parce que c'est là où c'est le début des. Vous me passerez l'expression, c'est le début des emmerdes, parce que du coup, à un moment donné, nos brands viennent nous voir avec des attentes en termes de services qui ne sont pas celles qu'on peut promulguer. On a l'habitude de dire, dans ces nouvelles façons de travailler avec les brands, on a l'habitude de dire « no brief, no feedback ». Alors c'est vrai que quand un brand manager entend ça, il panique. Il fait comment ? Comment c'est possible ? Quand ils ont l'habitude de venir de leurs agences, ils s'inquiètent, quoi. Ça crée une énorme tension. Mais la raison pour laquelle on le dit, c'est très simple, en fait. C'est grâce à l'IA et la capacité d'exécution de l'IA, nous, on favorise un espèce de dialogue sur toutes les semaines, plutôt qu'un process très itératif, un workflow assez traditionnel depuis le brief, le retour sur le brief, la strat, la création, 1 piste, 2 pistes, 3 pistes, du retravail. En fait, on préfère être en direct avec les brands, aller très vite, leur proposer énormément de choses et ensuite prendre leurs inputs, en fait, prendre leur retour. Voilà, il faut... Enfin, je sais pas vous, mais nous, dans la partie santé, à un moment donné, on a un vrai sujet qui est ChatGPT. Parce qu'en fait, si
Si on se parle d'IA, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas l'IA dans les agences ou l'IA chez moi, c'est l'IA avec laquelle on s'auto-diagnostique. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais par ailleurs, ça fonctionne plutôt pas mal. Et en fait, on a un besoin de contenu et de volume à créer qui est monumental, déjà pour rétablir la vérité par rapport à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, ça c'est un vrai sujet, et pour être émetteur justement d'une certaine forme d'autorité. Et du coup, il faut créer beaucoup de choses. Avant, même encore aujourd'hui, dans l'approche qu'on a avec nos agences, c'est une approche où toutes ces étapes-là, elles ont pour vocation à sélectionner, préciser. On a l'habitude de dire narrow down, c'est on choisit au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a une approche qui est différente. L'idée, c'est de multiplier les écritures, de multiplier les approches, de multiplier les idées, de multiplier. Parce qu'en fait, nous, il faut qu'on soit extrêmement présent. Beaucoup plus qu'avant dans l'environnement digital. Je ne sais pas si c'est de la co-création. À l'arrivée, les brands ne sont pas réellement nos clients, c'est plutôt nos collègues et nos partenaires. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'échanges et que le changement de mentalité s'est opéré, où le sujet, c'est pas est-ce que j'ai le meilleur asset qui va faire ce job. Non, un asset, il va exister 2 secondes dans la vie des gens. L'important, c'est d'en avoir plein, c'est de les renouveler souvent. Parce que nous, on a une guerre informationnelle à mener. Voilà. On est déjà en train de faire les contenus pour les humains et les contenus pour les IA, quoi. Vincent, vous voulez dire quelque chose ? Oui, c'est pas vraiment de la co-création, mais le workflow change. Alors, il y a des choses qui vont un peu plus vite. Alors, tu parlais tout à l'heure de bien aligner. Aussi, on perd du temps. Il y a plein d'endroits où tu perds du temps entre l'alignement du brief, effectivement, les audiences à qui on s'adresse, et ça, c'est des choses qu'on installe dès le départ grâce à l'IA, avec ce qu'on appelle des audiences synthétiques chez nous, pour chaque client. On modélise le personnel et l'audience, et que du coup, systématiquement, à la fois le client et nous, on est alignés par rapport à ça. Alors, ça va beaucoup plus vite. Tu parlais tout à l'heure aussi de projeter le client plus rapidement grâce à de la mood vidéo, là, des mini-films qu'on est capable de monter beaucoup plus vite qu'avant, du coup, pour projeter le client. Donc, je ne dirais pas qu'il y a de co-création. On reste quand même dans nos domaines d'expertise, et on ne partage pas ce qu'on sait faire. On laisse la main sur certains trucs, mais on va plus vite. Et je trouve qu'il y a moins d'erreurs, en tout cas, dans le processus créatif entre le client et l'annonceur. C'est surtout ça. Si je peux ajouter quelque chose, en effet, sur ce point. Alors, pas vraiment sur la partie créative, mais plus sur la partie conversationnelle. À l'agence, on crée beaucoup de chatbots conversationnels de marque. Et c'est vraiment des projets, avec mes 12 ans d'expérience de chef de projet derrière moi, où on n'a jamais autant impliqué le client à nos côtés. Parce que faire converser la marque, c'est engager sa personnalité, c'est engager sa façon de parler aux autres. Et elles ne se sont jamais vraiment posé la question de cette automatisation conversationnelle, parce que c'est quand même l'image de la marque avec qui on va converser. Et par exemple, sur les projets de chatbots, on fait 2 sessions, voire 3 sessions parfois de workshop de 2 heures avec les clients. On se met autour de la table, on travaille ensemble sur son tone of voice, sur la personnalité qu'on veut donner au bot, parfois même sur la voix, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur l'aspect conversationnel par la voix. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour les marques aussi, c'est quelle voix j'ai envie de donner à ma marque. Et donc, on fait des vrais ateliers, plutôt on implique le client à nos côtés. C'est plus ou moins de la co-création. Mais c'est ça ce qui me marque beaucoup aujourd'hui à l'ère de l'IA au sein des agences, c'est l'implication qu'on demande à nos clients sur ces projets-là. Encore une fois, sur les chatbots, c'est pareil. C'est mon chatbot, je veux qu'il soit extraordinaire, qu'il connaisse tout sur ma marque, etc. Oui, mais du coup, votre data, est-ce que vous avez la data pour ? Et c'est pareil, on les accompagne aussi sur ça, parce qu'ils nous disent, oui, on a la data, on a un SharePoint, il y a 100 PDF. Et vos PDF, ils sont comment ? Parce que l'IA, elle va pas les manger comme ça, en fait. Donc, il y a un vrai accompagnement d'agence, comme le disait Vincent, beaucoup plus aussi sur la partie data et tech. En tous les cas, sur des agences de notre taille, c'est là où on sent la différence et l'évolution, là vers où on va en fait de plus en plus avec nos clients pour les agences à l'ère de l'IA. Merci Morgane. Julien, tu voulais dire quelque chose aussi ? Non, je voulais peut-être juste réagir à un truc que Julie disait en disant le contenu, de toute façon, il vit 2 secondes et les gens, ils l'auront vite oublié. Ça, je suis 100% d'accord avec ça parce que c'est la réalité de la plupart des contenus, mais ça ne veut pas dire que c'est une invitation à baisser les bras en fait sur l'exigence qu'on met dans les assets créatifs. Donc en fait, sur tout ce qui va être encore une fois, going, bas de funnel, ça j'entends, mais c'est vrai que sur la partie plutôt haut de funnel, le nerf de la guerre, c'est comment tu captes l'attention des gens en fait, et des gens, des consommateurs. Et cette attention-là, en fait, avec les créatifs, on va toujours chercher à créer un accident, que ça soit un accident visuel, un truc de copywriting qui te fait un petit peu
un truc qui se passe dans ton ventre, tu vois, qui est de l'ordre des émotions. Parce que les gens, en fait, on n'est plus dans cette culture de l'exposition où tu leur fous des contenus. D'ailleurs, il faut de l'argent pour pouvoir exposer les contenus à une masse de gens. Et c'est quand même con de mettre de l'argent si le contenu il passe comme un train dans la nuit. Et c'est ça qu'on raconte aussi à nos clients, c'est que le plus gros risque quand tu fais une campagne de pub, c'est qu'elle passe comme un train dans la nuit, qu'elle ne soit pas remarquée. Et c'est en ça que le rôle d'une agence créative, et là je parle plutôt du haut de funnel, ce qu'on appelle le haut de funnel, la création de vraies plateformes de marque avec des assets que tu peux voir sur peut-être des grands médias ou même en social sur des coûts, ça restera, je pense, quelque chose de très important dans les agences créa. Ça restera un client qui ont besoin de ça, parce que, ok, ils ont besoin d'avoir des kilos de contenu pour faire de l'informationnel, choses comme ça, mais parfois tu as des sujets, et je parle peut-être plus là de consumer sur des marchés hyper bataillés où les clients ils ont des offres très proches. Qu'est-ce qui te rend unique et différenciant? À l'heure de l'IA, ça restera la marque, et cette capacité en fait à faire en sorte que les gens ils s'arrêtent sur ton contenu quel qu'il soit, parce qu'en fait, ils t'attendent pas, les gens. Et ça en revient au débat de est-ce qu'on a toujours besoin d'une agence créa par rapport à une agence internalisée. Au-delà du fait d'avoir plein de sujets dans les agences, donc d'avoir cette fraîcheur peut-être, c'est aussi juste se dire, ok, en fait, là, on est en train de se poser beaucoup trop de questions sur un contenu qui va être reçu dans un salon avec une télé allumée au fond, avec le repas à préparer, ou je sais pas moi, la séance de sport à caler. Et ça, c'est encore autre chose quand on fait des tests et qu'on fait parler des gens sur des pubs pendant des heures, alors qu'en fait, voilà, tu leur donnes à bouffer, ils vont parler, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on essaie de garder. C'est un peu OK, mais en fait, ce qu'on est en train de se raconter, est-ce que ça a une capacité d'arrêt? Et c'est, je pense, en ça qu'on a encore besoin de beaucoup d'humains sur à la fois le planning strat pour trouver ces stratégies un peu différenciantes, et après des créatifs avec des cerveaux fous pour penser comme une personne lambda ne ferait pas. Donc, du coup, pour conclure, en fait, l'IA, elle nous amène de la matière à repenser l'expérience client, à la fois côté agence et à la fois côté client, quand on pense à quelle expérience je vais donner quand ils interagissent avec mes contenus, quelle part je vais donner aux contenus qui visent les LLM et quel poids je vais donner à mes contenus qui visent les humains, qui regardent la télé, qui écoutent la radio. Ok, très bien. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a couvert pas mal de sujets déjà. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour nos panélistes? Et si oui, on pourrait vous donner un micro. Moi, je voudrais savoir si les équipes sont globalement très ouvertes et très curieuses et ont envie en fait de transformer et d'accompagner le mouvement par l'IA, avec l'IA. Alors on a deux types de populations. On a ceux qui sont très curieux, ouverts, qui ont embrassé le truc la première fois et qui m'ont montré il y a 3 ans quand tu as les premières images de Midjourney et qui aujourd'hui le maîtrisent. Et puis on a encore une population qui pense que ça va concrètement manger leur job, voilà, donc qui sont très réfractaires. Donc on a mis le bâton et la carotte chez nous, voilà. Donc on a à la fois l'obligation de faire les formations et on a un plan de formation drastique et c'est obligatoire. Et puis à côté de ça, on a aussi des incentives où tous les mois on montre comment est-ce qu'ils utilisent l'IA pour changer leur métier et on met des bonus à la clé pour qu'on montre un peu les gens qui essaient de changer. Mais honnêtement, c'est pas évident. Je pensais que les gens seraient tous ultra fascinés et excités. On a encore pas mal de réfractaires. Ouais. Non, je pense rien de très intéressant à rajouter à ça. Nous, c'est plutôt assez naturel. On n'a pas imposé le sujet, mais de manière très organique, c'est arrivé. D'abord par Midjourney, par ChatGPT, et puis là par tout ce qui sort. Et en fait, c'est juste que les gens, voyant ce qui se passe, ils ont envie d'en être, parce qu'en fait, l'agence, elle avance toute seule, et ils voient très bien que s'ils sont pas dans le coup, ils vont vite en sortir. Donc en fait, c'est pas à marche forcée, c'est à marche naturelle, mais ça c'est un truc de culture d'agence, ça a toujours été le cas avec toutes les innovations. Celle-là, elle est particulièrement énervée comme innovation, mais non, chez nous ça se fait de manière plutôt smooth, et surtout, encore une fois, je pense qu'ils ont tous compris la capacité de l'IA à leur faire gagner du temps. Pas à trouver l'idée, mais en tout cas à se projeter derrière sur de la génération d'images, de voix, comme j'ai dit tout à l'heure. Comme ça, ils voient la puissance du concept, ça aide aussi avec des vidéos, comme on l'a dit. On a fait récemment un film pour Motrio, dont Julie m'a parlé, avec une voiture qui se prend pour un cheval. Enfin bref, vous regarderez le film. Et c'est vrai que ce film-là, il fallait le vendre à monsieur Deméo chez Renault, et il a l'habitude de se projeter avec un animatique très fini. En fait, là, on n'a pas fait un animatique, on a fait un truc en IA. Et franchement, j'étais pas serein de faire un film en prod qui était mieux que le truc qu'on lui a montré en IA. Et finalement, il s'avère qu'on a bossé avec un réal talentueux et le film il est super à la fin, mais la qualité était dingue. Et c'est vrai que sur cette partie-là, les créatifs sont très conscients de ce qu'on peut faire.
Et après, il y a la partie production que j'ai mentionnée. Donc, tout le bas de funnel, voilà, ça, je pense, c'est des kilos de contenu, c'est facile à faire. Mais sur des choses très, très haut de funnel, on peut aussi utiliser l'IA. J'ai vu une campagne récente faite par l'agence Marcel, un de nos concurrents, je crois que c'était pour Flying Blue. Et c'était pour les 20 ans de Flying Blue. Il faisait un parallèle entre Josette, qui avait 25 ans, donc on voit qu'elle est jeune et qu'elle voyage un peu roots, et Josette, 45 ans, beaucoup plus premium. Donc le principe de Flying Blue, on monte en grade. Et en fait, ils ont fait ça avec de l'IA parce que au lieu de chercher à faire un casting pendant 10 jours pour trouver la petite de 25 ans qui ressemble un petit peu à celle de 45 ans, et ils ont fait 15 visuels avec des traits de ressemblance en IA. Et en fait, là, ça avait beaucoup de sens et je pense qu'ils ont gagné beaucoup de temps et d'argent. Et c'est vrai que le sujet des agences créa, etc., moi, je crois encore beaucoup à l'agence créa. En revanche, sur la partie production, et le métier est très, très secoué. Parce que à la limite, il n'y a plus de frontières. Avant, on nous donnait les budgets en disant il y a un budget de prod de temps. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, en fait, ils peuvent imaginer des trucs qui vont beaucoup plus loin en termes de production, sans avoir ces frontières de budget. Et ça, honnêtement, c'est une vraie grosse différence actuellement. Et c'est là, du coup, où vient moins sur le concept créatif de l'agence, mais le problème aussi des droits. En fait, comment on fait, est-ce que ces personnes-là, comme je mentionne là sur Flying Blue, est-ce qu'elles ressemblaient à quelqu'un qui pourrait demander des droits, où est-ce qu'on pose des cas? Est-ce que les IA doivent dire « je me suis inspiré de telle voix ou de tel film » ou whatever ce qu'on a produit, pour que derrière, on puisse peut-être... rémunérer les ayants droit, parce qu'il y en a forcément, puisque l'IA s'est inspiré de quelque chose. Et c'est où est la frontière? Est-ce que c'est très très ressemblant, donc du coup là il faudrait avoir un royalties, ou est-ce que c'est pas ressemblant et auquel cas on passe? Mais je crois que l'IA, si je dis pas de bêtises, parce que je suis moins geek que Morgane par exemple, est-ce que quand elle produit quelque chose, aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'elle est en obligation de dire où est-ce qu'elle s'est inspirée. Je sais que sur ChatGPT, on a les sources, les articles, etc. Mais sur de la génération pure de vidéos, de voix, de je ne sais quoi, on ne sait pas trop où elle a fouiné. Après, il y a l'AI Act qui, normalement, doit être respecté et où on a quand même certaines règles où on doit pouvoir attester des sources qui ont permis d'entraîner un modèle et normalement, on doit même lister toutes les sources. Enfin, c'est très, très restrictif. Mais pour le moment, c'est pas vraiment rentré en vigueur de cette façon. Et ce que tu dis sur la partie production, je te rejoins totalement. Et je me disais, c'est vrai, il y a 2 ans, on se disait non, mais ok, l'IA, on va faire de la vidéo, mais bon, regarde, là, on fait que 3 secondes, ça ressemble à un GIF. Enfin, on arrive, c'est bon, c'est loin pour faire un clip vidéo avec de l'IA. En fait, à chaque fois, tous les trimestres, l'IA repousse en fait les barrières qu'on avait rencontrées, qui entre guillemets un peu rassuraient l'ego créatif de la production. Et là on se dit maintenant on peut carrément faire 8 secondes de vidéo où en fait juste avec un prompt, l'IA elle te fait la vidéo, les voix, le lip sync, le discours. Enfin, c'est complètement dingue. Et à chaque fois elle repousse les frontières de la production. D'où le fait qu'en effet là où l'humain reste le plus important, c'est l'aspect créatif et la flamme créative en fait. Merci Morgane, merci à tous. On va justement enchaîner avec des démos pour parler de comment on peut gagner du temps, gagner de l'argent. Peut-être pour le mot de la fin, en trois mots, l'agence créative de demain. Vas-y, toi qui es créatif. Là. Non, l'agence créative de demain, je pense que ça va être très redondant avec ce que j'ai dit. Je pense qu'on aura toujours besoin de cette capacité à trouver des concepts créatifs forts, inattendus, différenciants, parce que la marque, en tant que telle, la marque restera un asset très fort, si ce n'est encore plus fort à l'ère de l'IA, parce que les contenus vont être unifiés, parce que les expériences vont être upgradées de manière très très forte. Donc l'agence créative aura tout intérêt à construire des marques fortes avec son client. Et après, ça sera aussi une agence plus efficace, puisque en fait, on va pouvoir produire plus vite, on va pouvoir vérifier plus vite si le concept il a des jambes, comme on dit dans le métier. Donc on va être un peu dopé. Merci, ça fait un peu plus de 3 mots, mais on a compris. Julie, en 3 mots, l'agence créative de demain. C'est pour moi celle qui saura vraiment construire des marques. Et ça va au-delà d'un PowerPoint qui raconte un tone of voice et un logo et une charte graphique. Je pense que ce que ça va changer, c'est comment on construit les marques, toute la branding practice. Et là, je pense qu'il y aura encore de l'avance dans les agences par rapport à ce qu'on saura fabriquer peut-être en interne avec de l'IA. Vincent ? Plus que 3 mots. Moi, je dirais une agence qui doit rester créative, qui maîtrise la data et qui doit être en agilité permanente, là, parce qu'on va vivre, j'aime bien le mot
révolution énervée, mais les innovations là, c'est un niveau jamais vu. Il va falloir être accroché au bassin, quoi. Moi, je dirais l'avenir des agences, c'est des agences créatives tech. C'est pas que je veux vanter, voilà, mais on le voit bien. L'IA, c'est de la tech, donc derrière, pour la maîtriser, il faut la comprendre, il faut comprendre la tech. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, je dirais l'agence de demain, c'est une agence aussi expérientielle, vraiment basée sur l'expérience de marque. Voilà. Ok, bah écoutez, merci à tous, on peut les applaudir. Merci, et puis si vous pouvez leur faire une petite place dans l'audience qui s'est bien remplie, c'est cool. Donc on va pouvoir enchaîner avec notre première démo qui va traiter justement de, très concrètement, si on veut concevoir, systémiser un peu la création en s'appuyant sur ces nouveaux outils, eh bien, comment on va s'y prendre. Et pour cette première démo, donc j'appelle Pierre de Fleet Forward, creative technologist, qui va nous parler donc de ce qu'il a pu travailler dans le cadre d'un film qu'il a conçu. Et donc je vais lui passer le micro et on va pouvoir enchaîner avec sa présentation. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites ce soir. Moi, mon rôle, c'est plutôt effectivement creative technologist dans l'IA depuis certains temps. Merci. Ah, et voilà, c'est ça. Et effectivement, mon rôle, là, ce soir, c'est de parler avec vous de prompt. Prompt, c'est toujours ce mot un peu qui revient souvent avec les clients. Et ça va de mieux en mieux, mais au départ, c'était quand même vraiment quelque chose qui relevait de l'ordre de la formule magique. C'est le truc, on ne sait pas vraiment comment ça marche, et on est sûr qu'on va avoir quelque chose qui est génial à la fin. Il s'avère que c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment de la magie, c'est quelque chose de tout à fait machine, donc avec des inputs très précis, des milliards de paramètres aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer, comme on a pu le voir au travers du panel précédent. Les experts ont toute leur place parce qu'ils ont toute cette expérience pour comprendre comment la machine réfléchit et surtout rester à jour sur les nouveaux modèles qui se mettent constamment à jour. Effectivement, la révolution est énervée, comme vous avez pu le voir. Donc ceci est un exercice, un SpecAd, plus ou moins, un film un peu précis, qui me permettait d'expérimenter le nouveau modèle d'image de ChatGPT au moment où il est sorti. Donc c'est un petit moment, je vous demande d'être un peu laxiste sur la qualité du film. Merci. Cet exercice était très intéressant parce que il est parti d'une seule image. Au début, j'ai créé une seule image, la première image que j'ai créée avec le modèle de ChatGPT d'image. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même vraiment sympa. Et je me suis dit, où est-ce qu'on peut aller avec ce modèle conversationnel ? C'était quand même très intéressant de pouvoir générer des images et discuter et itérer dans la même conversation, dans le même fil. Et c'était la première fois qu'on voyait quelque chose d'aussi solide, d'aussi profond, avec toutes les capacités de ChatGPT qu'on connaissait. Le modèle 4o était très puissant. On pouvait déjà le paramétrer de plein d'autres façons, comme des conversations croisées, les stratégies obliques de Brian Eno. On pouvait mettre toutes sortes de paramètres très complexes pour avoir des choses très complexes et très puissantes. C'est avec ceci en tête que je me suis lancé dans cet univers. Ce petit film. Et je suis vite arrivé finalement à la fin de la conversation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver à la fin de la conversation de ChatGPT où il n'y a plus de place, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus répondre. Eh bien moi j'y suis arrivé assez vite et du coup j'ai tiré la conclusion qu'il fallait vite mettre en place des systèmes. Aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'aller sur ChatGPT et de juste taper une prompt et d'avoir un univers. On se rend compte qu'en fait il faut réfléchir en amont, c'est très important. La limitation de la fenêtre contextuelle, c'est ça. Pour conserver cette cohérence narrative, il faut donc trouver un moyen de transférer des données d'une conversation vers une autre. Heureusement, depuis ChatGPT Pro, on a donc une organisation de fichiers qui nous permet de créer un master project avec plusieurs conversations à l'intérieur. Par contre, c'est très difficile. La mémoire agit de manière assez erratique pour ceux qui utilisent beaucoup ChatGPT, comme moi. Les problèmes, c'est que les silos d'informations se croisent, surtout si on a par exemple de multiples personnages, parfois on a des hybrides assez intéressants, mais pas du tout adaptés. Du coup,
Voilà, il faut créer une documentation centrale. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous utiliseront cette technique ou si c'est vraiment adapté pour tout le monde, mais si vous demandez à ChatGPT de vous... par exemple, vous avez un personnage qui vous plaît, une image qui vous plaît, vous pouvez la résumer en JSON. Vous pouvez la résumer en un seul fichier qui comprend l'intégralité de tous les paramètres de ce que vous demandez. Ça peut être un style cinématographique, un objet, une voiture, un vêtement ou un personnage. Et l'utiliser comme un rappel constant à ChatGPT. Voici tous les paramètres et vous pouvez les invoquer à tout moment. Ce qui nous permet donc justement d'avoir un processus itératif qui est maîtrisé dans la mesure où on a un peu comme des sauvegardes dans un jeu vidéo. Je veux repartir d'ici, c'était bien, et je peux repartir en créant une nouvelle conversation, mais en gardant tous les paramètres. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé ce personnage d'Achille Sinclair avec une seule conversation au départ, mais ensuite j'ai eu des conversations sur l'univers, ses vêtements, sa voiture, où est-ce qu'il va, le scénario, les scènes, etc. Donc on pouvait créer un monde qui évolue et qui vit avec son propre écosystème. Et tout ça avec de multiples conversations de ChatGPT. Voilà, donc c'est ce dont je vous parle. Toujours bien réfléchir avant de prompter, parce que ça ne sert à rien de prompter dans le vide. Au final, c'est une conversation avec la machine, on ne remplace pas l'humain, on l'augmente. C'est un peu, je pense que tout le monde est à peu près d'accord dans le panel avec cette assertion. Et donc, on réfléchit, on structure. Ça n'enlève absolument pas le besoin de gérer des fichiers externes, de créer un storyboard correct, de réfléchir en termes d'images et de scénarios en fait, qu'il faut écrire à la main, finalement. Définir des règles, programmer, réfléchir. Et surtout, apprendre à discuter avec le GPT. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose. Une petite question juste pour Pierre avant qu'on enchaîne avec la deuxième démo. Moi j'avais une question, c'est tu as créé combien de GPT pour ce projet spécifiquement ? Ce projet, j'en ai 8. 8 ? Ok. J'ai 8 conversations distinctes et après j'en ai des séparées pour certaines choses comme changer certains vêtements sur certains personnages et j'ai d'autres conversations aussi pour les trailers que j'ai créés autour. Ok, donc pour toi on peut concevoir tout un concept de vidéo dans ChatGPT avant de partir dans les outils d'image. Dans les outils, là, en l'occurrence, dans cet exemple, tout a été fait sur ChatGPT. Mais oui, sinon, on peut tout à fait demander à ChatGPT un Fred pour créer des prompts pour Rêve ou pour Midjourney ou pour Flux ou pour ce que vous voulez. Et de la même façon avec la vidéo. Alors après, chaque modèle a son propre langage. Et si on utilise VO, je vous conseille plutôt de passer par Gemini. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour Pierre avant qu'on puisse passer la deuxième démo ? Salut, merci pour cette démo. Je voulais savoir au niveau des GPT que tu utilises, est-ce que tu les fais évoluer ou tu as gardé ceux du départ ou tu les retravailles au fur et à mesure de ton usage ? Alors ça dépend de l'usage qu'on en fait. Quand on crée une histoire, un scénario de film, même si je ne suis pas filmmaker, mais c'était quand même un exercice intéressant, je trouve que c'est intéressant d'avoir un cadre qui est large et qui évolue avec le film parce que nous-mêmes, on évolue finalement par rapport aux réponses qu'il nous donne. Parfois, ChatGPT est monstrueusement créatif. Il va nous sortir des trucs, vraiment, j'y aurais pas pensé. Et qui sont vraiment dans le lore. Il a compris au bout d'un moment ce qu'on veut. En revanche, si on travaille sur un univers de marque, là, il vaut mieux être méga carré et avoir quelque chose qui ne bouge pas. Ça dépend, en fait. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ta démo. Donc du coup, merci à Pierre. Donc on abordait très concrètement comment on peut structurer un projet créatif au moment de la réflexion sur le concept, le personnage, les accessoires, le lieu. Et puis du coup tout à l'heure, lors du panel, on a évoqué le fait de co-créer des choses. Si on est capable de mettre en place du coup ces assistants côté agence, on peut potentiellement aussi les partager avec les clients. Donc en fait, si on décidait sur un concept de se mettre autour d'une table avec son client, comment on pourrait utiliser l'IA, comment ça se passerait pour co-concevoir des choses, minimiser le temps derrière de ping-pong, essayer d'être un peu plus efficace. Et donc pour cette démonstration, je vais passer la main à Cynthia Creative Technologies, donc qui travaille avec Julie chez Opella et qui est donc également Creative Technologies pour Feed Forward. Cynthia, je te laisse te présenter. Bonjour. Pardon, bonsoir. Désolée, j'ai des problèmes avec la technologie en général. Je sais que c'est hyper ironique, mais je sais que juste la télécommande. Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de consistance, de branding
et surtout de contexte. Merci. De contexte, à savoir comment est-ce qu'on maintient son branding et son contexte et comment est-ce qu'on est passé du prompt engineering au prompt contextuel. Et ce, grâce à un outil, à savoir flux contexte. Flux contexte, je vais vous expliquer rapido, sans rentrer dans la tech. Déjà, je pense qu'il convient de rappeler pourquoi nos IA génératives habituelles ne fonctionnent pas, ou en tout cas très peu, en ce qui concerne la consistance et le branding. Je ne vais pas vous faire l'audace de vous rappeler les choses habituelles, à savoir les datas qui ne sont pas complètes, les machins, les surreprésentations évidemment, mais intrinsèquement c'est aussi lié au fait que les IA de type SATO, donc State of the Art, fonctionnent de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'elles analysent votre texte et votre image séparément. Dès que vous changez quelque chose, ça détruit l'image et donc vous perdez toute votre consistance. Du coup, là, on arrive sur les impacts argent-temps, qu'on n'aime pas du tout. Les coûts cachés, les pertes de temps, les risques réputationnels, ça c'est très important surtout parce que l'IA est tellement biaisée que je vous mets au défi de prompter un Mexicain ou un Argentin sans qu'il ressemble à quelqu'un en état de précarité avancée. Les coûts cachés surtout parce que en fait vous annulez un petit peu l'effet avantageux de l'IA parce que vous perdez ça en retouche, en PSD, enfin c'est chiant. Et le frein à l'adoption, surtout on parlait des réfractaires, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui adoptent pas l'IA finalement parce que c'est trop compliqué et ça manque de qualité parfois. Donc là, flux contexte arrive. Je vais pas faire trop tech, je vais me faire pincer les doigts. Mais concrètement, que fait flux contexte? C'est qu'au lieu de fonctionner de manière séquentielle, il va prendre le texte et l'image et il va les mettre dans un même espace mathématique unifié. Ce qui veut dire que pendant qu'il va générer l'image, il va pouvoir se référer au texte. Et surtout, il a une compréhension sémantique avancée par rapport aux autres. Donc ça, c'est cool. Et ça permet de gagner, je vous la fais en double, du temps et de l'argent. Et surtout, ah oui, effectivement, là c'est très important, d'inclure le client dans le processus, éventuellement, si c'est quelque chose qu'il a envie de faire avec consentement, bien sûr. Les chiffres clés, parce qu'on aime les chiffres, 60 fois plus rapide que Photoshop, enfin qu'un système normal d'ailleurs, 3 à 10 secondes par itération. C'est-à-dire que si je prends le contexte et que je lui dis change-moi ce t-shirt en rouge, c'est 3 secondes. C'est pas mi-journée qui va me mouliner pendant 1h30 et me sortir un mec à côté de la plaque. Et surtout, très important, c'est pas un outil. Pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est inclus à des plateformes que vous utilisez tous les jours, et pas des moindres. C'est inclus en API, vous pouvez l'avoir sur Comfy en version dev, donc en open source quasiment. Donc vraiment, ça permet beaucoup de choses. Exemple numéro 1, un storyboard. Un storyboard cinéma, télé, ce que vous voulez. On peut changer les caméras, on peut changer les angles, on peut ajouter des trucs, on peut enlever des trucs. On peut changer la lumière. Les campagnes de pub, enfin, parce que ça, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on inclut du vrai produit dans une IA? Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous essayez de faire ça sur Midjourney avec une SREF ou une OmniRef, non merci, à part si la marque est vraiment connue. Mais bon, du coup, maintenant, on peut vraiment inclure les vrais produits et il n'y a pas de perte d'informations dans les digressions. Vous pouvez digresser tant que vous voulez, c'est-à-dire j'aurais pu prendre cette image, d'ailleurs je l'ai fait, échanger l'angle, échanger la valeur de plan, échanger les gens et compagnie, ça ne changera absolument rien au reste de l'image. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça ne détruit pas l'image pour la reconstruire. Le branding, aussi important, ça va de pair avec moi, avec l'édition, qui est pas mal aussi, c'est-à-dire qu'il y a un maintien de texte. Le texte n'est plus écrit en bleu. Le texte est écrit en ce que vous voulez. Et il se change, évidemment. C'est-à-dire que là, je pourrais lui dire tout simplement, enlève-moi ce mot branded éclaté, et mets-moi un autre mot, mais je peux aussi lui demander de garder la typo. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. La méthodo, éventuellement, de workflow, de comment est-ce qu'on peut inclure le client dans ce genre de prestations de qualité, c'est très simple. Oui et non. C'est-à-dire que c'est un workflow, c'est une proposition. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Par exemple, chez Opella, je pense que ce ne serait pas possible. Mais on peut optimiser à chaque niveau. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, Contexte nous permet d'inclure le client parce que ça va beaucoup plus vite, il y a du temps réel. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait imaginer des ateliers ensemble avec le client, je nous vois bien autour d'une table, en train de faire de la créa, et faire effectivement les itérations en temps réel pour éviter de perdre une semaine, les échanges de mails, enfin vous voyez très bien de quoi je parle. La recherche d'inspiration, pareil, ça peut s'automatiser, on identifie rapidement les points de blocage,
On pose les questions aussi, ça identifie les questions, parce que nous, les créas, on n'aime pas, comme l'a dit Julien, on n'aime pas beaucoup devoir enchaîner du brief à la création directement. Donc si on n'a pas le temps, si vraiment on n'a pas le temps, c'est mieux d'avoir ce genre de truc. Comme ça nous permet de parler un langage commun entre la marque et nous. Ça, c'est très important parce que ça supprime des frictions. Et des frictions non négligeables. Ensuite, la recherche d'inspiration. Bon, ça, évidemment, c'est automatisé. On peut faire du scrap. C'est là qu'on définit le style, la photo, la couleur, les persos, qui dit quoi, qui fait quoi, qui ressemble à quoi. C'est là que moi, j'entre un peu dans le game et où j'impose ma vision, d'ailleurs. Mais je réponds au brief. Les feedbacks, pareil, ça peut s'automatiser. Donc tout ça, en fait, ça peut se supprimer. Enfin, c'est pas que ça peut se supprimer, mais si on a flux contexte, ça va vachement plus vite. Et aussi, on inclut les autres outils, évidemment, mais je vais pas digresser là-dessus. La conception, donc c'est là que c'est très important, le design collaboratif en temps réel. Ça vous permet de gagner des semaines, vraiment des semaines. C'est-à-dire que vous pouvez, le mood board que je vous ai montré, là, vite fait, vous ressortez avec un storyboard en quelques jours avec vos clients. Les itérations, c'est pareil. Du coup, on décline en 4 minutes. Vous pouvez faire 20 à 50 itérations, je pense, en 1 heure, même pas. Et l'optimisation, bon, ça, il n'y a pas de contexte dedans, mais en gros, c'est comme ça qu'on peut co-créer avec le client en mettant en place flux contexte. Ah ben ça, c'est la vidéo, pour vous montrer comment j'ai bidouillé ça pendant 2 semaines. Alors, concrètement, oui, important pour moi, c'est pas trop technique. C'est dispo sur beaucoup de plateformes. C'est-à-dire, il y a Xfield, il y a LTX, il y a Comfy, enfin, il y a tout le monde. Chacune a une spécialité. C'est-à-dire, par exemple, pour Xfield, ça privilégie un petit peu le social media friendly. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, vraiment, le top du top, le haut du panier, c'est LTX Studio. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou qui sont d'accord. Pas du tout. De toute façon, je ne vous vois pas. Ça ne change rien. Allez. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo parce que j'ai soif? C'est pas grave pour le crop. Elle est croppée. C'est pas grave. Merci beaucoup, Cynthia. Voilà. Merci. Donc c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du besoin de créer de plus en plus de contenu. Donc si on doit créer beaucoup de contenu, on va pas passer 3 semaines entre chaque contenu. Donc on peut potentiellement utiliser Cynthia, plus contexte, et on se met tous autour d'une table et on se met d'accord et on produit. C'est le genre de process qu'on peut envisager. Qu'on peut complètement envisager. Après, effectivement, c'est une méthodologie qui se met en place doucement parce que ça a vraiment pour but de supprimer les frictions client-créa. Parce qu'on parle vraiment pas le même langage, en fait, à la base. Je suis navrée de vous l'apprendre, mais quand vous nous donnez un brief, nous, oui, dans mes mots, je le comprends. Mais si moi, vous me donnez un mot-clé au pur hasard, funky, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens différents. Donc effectivement, se poser avec le client et prendre beaucoup plus de temps, enfin pas beaucoup plus de temps, mais en tout cas prendre le temps de prendre ce brief et de créer un langage commun nous permet d'accélérer par la suite et d'intégrer tout ça. Voilà. Oui, groovy. Je me suis fait déchirer. C'est pourtant très clair. Concrètement. Bon, merci, super. Donc effectivement, comment on intervient avec des consultants comme Cynthia? D'abord, on regarde comment vous travaillez. Ensuite, on regarde comment on peut faire mieux en intégrant un peu de l'IA dans les GPT, dans la conception des mood boards, dans éventuellement la co-création client. Et puis derrière, on peut rester en soutien si vous n'avez pas de lead IA parmi vos DC. Merci Cynthia. Quelqu'un a une question pour Cynthia? Vous pouvez l'applaudir. Okay. Moi, j'ai une question technique, je suis désolé, ça me fait justement un peu... T'as testé les LoRa sur Flux Context ou pas? Non, pas encore, mais justement, c'est parfait comme transition parce que je sais que la personne après moi l'a fait. Ah, ben voilà. C'est pas contexte, mais ça y ressemble. Mais c'est contexte? Non, c'est pas contexte. Non, je sais pas. Mais en tout cas, ça parle de ça. J'ai pas encore testé. Et puis, de toute façon, le modèle dev est sorti il y a 3 jours, donc on va se chauffer là-dessus sur Cranfish, je pense. Hein. C'est à venir. Voilà.
Ça marche. Pierre, il a dit ça marche. Ouais, mais Flux Context abîme un peu l'image malgré tout. Quand on rentre Oui, dans le oui, détail, on n'est pas du 100% parfait. Il y a une grosse On se pose perte. la question de savoir si le LoRa compensait ce problème. Le LoRa peut compenser à un moment. Voilà. Après, dans un workflow dit simple, c'est-à-dire que tel qu'avec LTX Studio, il y a un truc très cool, c'est qu'il y a l'upscaling qui est intégré. Ce qui n'est pas le cas sur Xfield ou des trucs comme ça. Après, oui, il y a toujours la perte de qualité en IA de la photo, de la photo à la photo ou de la photo à la vidéo. Ça reste un sujet. Je sais qu'il y a des moyens de le compenser, mais là, on rentre dans du workflow beaucoup plus avancé, beaucoup plus long. On en parle avec le Morito. Et voilà, c'est pas... Ouais. Merci Cynthia, merci Marc pour Merci cette à question tous. fort pertinente qui va m'offrir une magnifique transition vers la prochaine démo. Merci, j'ai 2 micros. Nous avons une 3e démo qui va commencer et qui va justement plonger avec délectation dans ce sujet de quand il n'y a pas que Midjourney, il y a aussi Flux Context. Est-ce qu'on peut compenser éventuellement les faiblesses de Flux Context ou tout autre modèle qu'on aurait choisi pour faire un truc vraiment tip-top, custom, full control. J'ai pas envie de mettre mon image dans Midjourney. J'ai envie de savoir exactement ce qui va se passer. J'ai pas envie d'avoir 1000 outils. Et Dieu sait que le problème de cumuler les abonnements, beaucoup d'agences se posent la question de bon, est-ce que j'ai pas pris un peu trop d'abonnements? Est-ce que je les utilise vraiment à leur full potentiel? On va parler de tout ça avec Lilian, qui va nous présenter un peu comment il travaille en tant que, je vous le laisse dans le mille, creative technologist de FleetForward, qui travaille sur des workflows custom avec Comfy UI, mais pas que. Et voilà, donc Lilian, je te laisse le micro. Bonjour. C'est la première fois que je parle avec autant de monde comme ça d'un coup. Ça fait bizarre. Moi, c'est Lilian. Je travaille dans le domaine de la génération d'images et de vidéos depuis maintenant 2 ans, je pense. Je ne crée pas des visuels, je ne crée pas des vidéos, ni pour une marque, ni pour un studio. Mon rôle, c'est de créer des programmes informatiques pour générer des images et des vidéos. Programme informatique qui va être apporté dans une application, application d'une start-up. Je suis vraiment plutôt sur le côté technologique que sur la partie créative. Aujourd'hui, je voulais vous aborder un point qui me tient à cœur, et ce point-là, c'est quels outils aujourd'hui vous utilisez, quelles sont les problématiques de ces outils-là, et quelles solutions aujourd'hui on peut apporter. Et cette solution, on va la voir aujourd'hui. Je crois que tout le monde a levé la main pour dire que vous utilisez environ 3 outils de création différentes. Qui peut lever la main pour ceux qui savent s'ils utilisent plus de 4 outils différents pour générer des images, des vidéos, du son Attendez, je m'avance parce que finalement je vois rien. Ouais, c'est ok, pas mal. Moi, dans mon travail, mais aussi les flétos qui sont ici, on voit cette problématique partout. C'est que chaque créatif a beaucoup trop d'outils. Ça va être 3, 4, 5, 6. En général, c'est entre 3 et 6 pour créer des images, créer de la vidéo, créer de l'audio. Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que finalement, on se perd dans ces outils et aussi le prix peut commencer à vachement augmenter. On a mis un chiffre en bas. Je ne sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, c'est les réponses qu'on a très souvent avec des clients, avec des studios. C'est que pour chaque créatif, on a entre 200 et 250 euros d'abonnement mensuel. Et finalement, chaque abonnement coûte entre 30 et 60 euros chacun et la note peut vite augmenter. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui, ici, sait exactement combien il paye par mois pour utiliser ces outils d'IA? Ok, très peu. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est qu'on a beaucoup d'outils, ça commence à nous coûter cher, et en plus de cela, on ne sait pas exactement combien ça nous coûte. Et ça, c'est problématique pour un studio. Surtout des gros studios, mais aussi des plus petits studios qui n'ont pas les moyens. Studio et puis agence. C'est juste que moi, je bosse essentiellement avec des studios, et pas trop d'agences, je vous avoue. Et donc, on passe à la slide suivante. Au-delà de la partie coût et de la partie OK, il y a beaucoup d'outils, il y a aussi, est-ce que les outils que vous utilisez, ils sont assez précis? Est-ce qu'on a assez de contrôle? Finalement, sur la plupart des outils, Midjourney, Scilab, on va avoir un prompt, on va avoir une image de référence. Mais c'est tout ce qu'on va avoir. Et ces outils-là, forcément, ils ont une faiblesse. Là, j'ai pris un exemple, c'est je veux générer des visuels pour une campagne marketing, c'est une bouteille de gin. Et finalement, sur tous les outils que j'ai utilisés du ChatGPT, j'ai utilisé du Scilab, j'ai utilisé du Midjourney, il y avait tout le temps un problème. Le problème était, soit en haut, c'était du ChatGPT, modèle qui sort quand même assez récemment. Il garde assez bien les proportions, mais par contre, il a du mal à définir les détails qu'il y a sur l'image. Quand je parle de détails, je parle du label, je parle du logo, je parle de la typographie, je parle de tout ça. Pour d'autres outils, on avait en plus la possibilité de pouvoir entraîner des modèles avec notre propre produit. Bon, je ne sais pas si finalement derrière on entraînait vraiment des modèles d'IA, mais en tout cas, ça avait l'air. Et même dans ces cas-là, on peut voir des problèmes de proportion et des problèmes de taille, et aussi de déformation et de duplication. Ici, là, il y a au moins 7 bouteilles différentes, je crois.
C'est une bonne soirée. Et donc, du coup, on constate qu'on a des outils qui commencent à être assez nombreux, qui commencent à coûter cher et qui ne nous donnent pas la précision qu'on aimerait avoir. Et moi, c'est pour ça que je me suis lancé il y a 2 ans dans l'open source. Qui connaît l'open source ici? Ah, je suis content. Ok, c'est cool. Qui utilise aussi de manière hebdomadaire ou journalier l'open source dans des outils? Ok. Un peu moins. Pour ceux qui ne savent pas, l'open source, c'est quoi? J'aime bien un peu décrire l'open source comme une sorte de bibliothèque ouverte à tous, où n'importe qui peut venir prendre un livre, le lire, et ajouter des informations sur le livre pour le remettre. L'open source, c'est ça. Ça va être une application, un logiciel ou un modèle d'IA qui va être créé et géré par un organisme, par une communauté, et qui a pour but de publier ce modèle et de le mettre à jour de manière gratuite. Et ils le font pourquoi? Pour juste une question de philosophie, essentiellement. Et de marketing aussi, des fois. Et l'open source, en fait, il donne un gros avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT sur l'application ChatGPT, donc quand vous utilisez les derniers modèles de ChatGPT, véritablement, personne ici détient le modèle ChatGPT. C'est-à-dire que le modèle, il est sur les serveurs d'OpenAI, et donc vous n'avez aucun contrôle sur ça. Aujourd'hui, un modèle open source, c'est un modèle où le code source est publié en ligne sur Internet. Et donc, vous pouvez être détenteur de ce modèle-là. Et du moment où vous êtes détenteur, vous pouvez choisir de comment vous allez l'utiliser, comment vous allez le modifier, et ça, c'est super important. Parce que du coup, comme vous pouvez détenir le modèle, donc l'avoir sur votre PC, l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez choisir où est-ce que vous allez l'utiliser. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher d'utiliser un modèle open source et de le faire via du cloud que vous allez choisir en plus. Je n'ai pas de chiffres là sur le diapo, mais moi, pour louer une RTX 4090 ou 5090, c'est un gros GPU en gros, et ça me coûte entre 25 centimes et 45 centimes de l'heure. Là, je parle du prix à l'heure. Mais la vérité, c'est qu'on peut aussi payer à la minute, voire même à la seconde. Donc finalement, avec les outils comme Midjourney, on va payer un abonnement pour avoir un quota d'images qu'on va générer. Aujourd'hui, avec l'open source, on peut payer seulement ce qu'on consomme. Donc on va payer, si l'image prend 10 secondes à être générée, ça prend 10 secondes de coût. Et finalement, ça réduit drastiquement les coûts. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un papier sur ça, et je montrais avec des chiffres assez importants, des chiffres qui sont sortis en 2025, qu'on peut baisser par 10 les coûts en termes de génération d'images, de vidéos, de voix, juste de génération de contenu. Tout ça parce qu'on a choisi d'avoir le contrôle sur le modèle et où est-ce qu'on l'utilise. Du coup, Flux Context, pour ceux qui ne savent pas, c'est un modèle open source. Du coup, moi, quand j'utilisais Flux Context, il était sur mon PC et je l'utilisais comme je voulais. J'avais aucune limite. Et toutes les images générées, elles m'appartiennent et elles étaient sur mon PC et que sur mon PC. Pour un peu illustrer mes propos, j'ai fait un petit test. En fait, je me suis mis à la place d'une agence qui veut créer une campagne marketing sur du champagne. Voici le champagne. Les images que vous voyez sont pas du tout générées par IA. C'est des images officielles. Désolé pour les yeux. Le but, c'est de créer vraiment tout un processus de création de visuels, du training, donc de l'entraînement du modèle, à la génération de vidéos et donc de la campagne. Et donc, pour ça, j'ai entraîné un modèle avec des outils open source. Finalement, le LoRa m'aura coûté moins de 1 €. Et j'ai un contrôle aussi sur comment le LoRa il a été entraîné. J'ai pu générer des visuels. Donc, voici les visuels, qui ont été aussi générés avec l'open source, avec un outil open source. Et tout ça de manière centralisée, on va le voir après. Après avoir généré les visuels, j'ai pu générer les vidéos à partir de ces visuels. Oui, c'est des petits gifs, c'est plutôt sympa. On voit qu'on a vraiment tout le processus de manière simplifiée, comme vous le savez, de génération de contenu. On a réussi à faire 3 petites vidéos packshot sympathiques avec de la physique. Et ça, finalement, en très peu de temps. Oui, c'est pas très beau, excusez-moi. Pour faire tout ça, j'ai pas utilisé 5 logiciels, j'en ai utilisé qu'un seul. Ce logiciel, toutes les images qui ont été upload, download, étaient sur le même serveur, le mien. Donc finalement, j'ai pu utiliser un seul logiciel sur un seul GPU, ça me coûtait 40 centimes de l'heure, et je pouvais générer une image avec un LoRa, je pouvais aussi fixer les détails qu'on peut voir sur les labels, donc tout ce qui est logo, tout ce qui est écriture, et j'ai pu aussi générer une vidéo. Pour ça, j'ai seulement des outils et des modèles open source. Je vais essayer de vous expliquer un peu pas à pas, de manière plutôt simple, parce que sinon ça peut vite être chiant. Mais du coup, cette partie-là, ça va être la partie un peu comme Midjourney, où on va décrire dans ce petit texte qu'est-ce qu'on veut dans l'image, on va définir la taille de l'image, et ensuite, la génération va se faire.
Donc pour ça, j'ai utilisé un modèle Flux et plus particulièrement un LoRa. Un LoRa que j'ai entraîné avec une vingtaine d'images de cette bouteille. Pour la deuxième partie, je pense que c'est une partie qui peut potentiellement vous intéresser, c'est OK, on a cette problématique de les détails sur le label sont très mal définis. Alors comment on peut les redéfinir? Et ça, c'est vraiment le principe de ce workflow-là. On va aller, sélectionner la zone de l'image diffusée qui est de mauvaise qualité pour la redéfinir et la rendre de bonne qualité. L'exemple est là. Donc ici, c'était la première image générée, et à droite, c'est après être passé sur le workflow qui va redéfinir tous ces détails-là. Là, c'est applicable sur un label, ça peut être applicable sur un logo, ça peut être applicable aussi si vous changez de logo, ça peut être applicable sur du visage, ça peut être applicable sur beaucoup de choses. Après avoir généré mon image avec mon LoRa, après avoir fixé tous les détails et avoir le visuel final, j'ai pu générer une vidéo avec un modèle open source aussi, qui s'appelle One, qui m'a généré cette vidéo via l'image de référence et un prompt qu'on voit un peu plus haut ici, pour finir par de l'upscaling. Donc finalement, tous ces outils-là qui sont aujourd'hui utilisés dans vos processus via 4-5 outils sont relativement utilisables via un seul outil et via un seul serveur. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui de vous lancer dans des logiciels comme ça, open source, peut-être un peu compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est que ces logiciels-là, toute la logique derrière qui donne à vos créatifs du contrôle et aussi une baisse de coût, ça peut être customisable et utilisable dans vos propres outils à vous. Ça peut être, si vous avez un compte Slack, un groupe Slack avec des créateurs, on peut créer cette logique-là de workflow 100% personnalisable et personnalisé, et l'inclure dans vos processus en interne, avec le contrôle et la baisse des coûts qui va avec. Oui, du coup, pour la conclusion, pour vous, comme je l'ai dit, c'est une baisse de coûts, mais surtout un contrôle. La baisse, c'est une chose, mais la contrôle, c'en est une autre. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, très peu de gens savent combien vous payez pour de la génération d'images. Et grâce à ces outils-là, vous pouvez avoir le contrôle. Un point que j'ai aussi très peu abordé, on en parlait très vite fait lors de la discussion. Qui connaît ici l'IA Act? Ok. Pour ceux qui ne savent pas, l'IA Act, c'est une loi qui est entrée en vigueur en 2022. C'est un cadre européen. Comment? C'est un recrutement? Un règlement, excusez-moi. Qui a pour but d'encadrer l'IA et d'avoir beaucoup plus de traçabilité en Europe. Et tu anticipes sur la prochaine démo. Ah, c'est vrai. Ah, c'est pour ça, ok. Spoiler. Bon, ok, j'en parle pas trop, excusez-moi. Vous verrez après. Je ne sais pas ce que c'est l'IA Act. Ok. Mais du coup, sans parler de l'IA Act, juste utiliser des modèles open source. Comme c'est open source et que c'est public, en fait, toute la traçabilité et la transparence est en ligne. Donc finalement, on n'a pas besoin de se dire, ok, mais comment il marche le modèle? Est-ce qu'il y a des problèmes avec ce modèle dans lesquels le code il est accessible en ligne? Et donc pour l'avenir, être dépendant et gérer ses propres données, gérer son propre modèle, ça peut être un gros avantage pour un studio ou pour une agence. Et sur ce, merci de m'avoir écouté. C'est super, merci Lilien. Reste avec nous parce qu'il y aura sûrement de la question. En tout cas, comme ça, vous avez pu vous projeter un peu dans c'est quoi l'alternative à tous ces outils qu'on a. On va, bien sûr, après, vous parler de l'AI Act, dont Lilien vous a parlé. Il y a un sujet qui est à garder en tête aussi sur l'open source, c'est est-ce qu'il y a une licence de commercialisation dans le choix du modèle. Donc voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on peut vous accompagner si c'est le genre de choses que vous souhaitez mettre en place. Et puis, est-ce qu'on a une question dans l'audience pour notre ami Lilien sur le workflow qu'il vous a présenté, qui peut être tout à fait exploitable pour générer des petites vidéos pour du social media, du e-commerce. Bonsoir. Oui, moi j'ai une question. La première c'était sur la licence, effectivement la licence commerciale, parce que comme fille je t'ai dit, moi je touche mais tranquillement. Et surtout sur l'étiquette que tu nous as montrée. Est-ce que tu avais initié une itération ou pas du tout? L'étiquette l'étiquette du champagne. Est-ce que tu pourrais par exemple changer le texte à ta guise et compagnie? Est-ce que c'est ce que tu as fait ou pas? C'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que pour le modèle et le workflow que j'ai utilisé, il va tout simplement permettre d'utiliser au mieux les capacités d'un modèle open source qui s'appelle Flux, qui est une variante de Flux Context, et qui va permettre de dire, ok, moi j'ai cette image-là, j'ai ces patterns-là, je veux les mettre dans cette partie-là d'une autre image. Ouais. Donc finalement, on peut redéfinir
un label ou un logo, comme on peut le changer. Ok, mais c'est ça qu'il y avait du coup dans ton celui-ci précisément, parce que je me demandais sur cette étiquette-là en particulier. Ouais. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai oublié de peut-être montrer une image du vrai produit, mais du coup, non, c'était le vrai label à droite. Okay. Donc c'était la deuxième diffusion du vrai label, et à gauche, c'était la diffusion du LoRa. Donc on va dire la première diffusion. Donc finalement, il y a deux passes. Il y aura la passe de diffusion numéro 1, donc génération de la première image avec le LoRa. Génération avec un deuxième LoRa qui est lui beaucoup plus technique et plus spécialisé dans un autre domaine, qui a pour but de retrouver les détails perdus lors de la génération précédente. Okay. Et c'est une problématique qu'on a aujourd'hui et que aucun outil propriétaire ne propose, parce que c'est trop compliqué de donner ça à un utilisateur qui a déjà du mal à comprendre qu'est-ce que le prompting, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'un modèle LoRa. Donc il y a aussi une question de stratégie en fait pour les outils comme Midjourney, comme Scilab. C'est pas forcément très intéressant de donner trop de contrôle à l'utilisateur parce que ça peut rendre l'outil trop complexe finalement. Et ils savent que aujourd'hui les créatifs sont pas forcément prêts à passer à un stade au-dessus, qu'il y a un temps d'adaptation. Merci Lilien. Donc vous pouvez l'applaudir. Et puis on va enchaîner avec notre 4e démo avec la team Label Fort, puisqu'on vous a parlé de comment faire des économies de temps, des économies d'argent. Et là on va vous parler potentiellement comment on peut utiliser l'IA pour faire de l'argent. Qui sait ? Donc voilà, je vous laisse la parole les amis. La scène est à vous. Il va être obligé de parler de l'AI Act aussi, parce que maintenant... Déjà, j'ai été chiant. Et en plus, non seulement je ne suis pas un créatif, mais je viens de l'autre côté du spectre, puisque moi, je viens de la team du Legal. Bonsoir. Donc, désolé, c'est moi qui ai été pénible sur le règlement. C'est un règlement, c'est pas une loi. On va parler un peu de l'IA Act. Donc, je suis Nicolas Baudin, je représente la société Label Fort AI, une jeune société néanmoins très active. Voilà, on est entre Rennes et Paris, et je vais parler un petit peu de qui on est. Donc, on est une société souveraine, mais ça, vous en foutez un petit peu. En revanche, on travaille sur l'aspect multimodal, c'est-à-dire qu'on travaille sur texte, vidéo, image, audio. C'est important de le dire. Et donc, on a l'INRIA, le CNRS derrière nous. On a une vraie indépendance et une excellence scientifique. Il y a un représentant ici de l'excellence scientifique dans la salle, je ne vais pas le nommer, mais merci d'être venu, Ronnie. Et donc, en fait, notre spécialité, notre expertise, nous, c'est la reprise de contrôle sur l'intelligence artificielle, et c'est-à-dire taguer la création et la détecter. On a 2 cœurs de technologie. Le premier, superbe, voilà, l'analyse forensique, plutôt à droite, qui est la capacité de détecter quand un contenu a été généré ou manipulé par l'intelligence artificielle. Donc on est plutôt là dans une approche défensive, on lutte contre la fraude, etc. Et donc voilà, ça c'est notre premier cœur d'expertise. Notre deuxième expertise, c'est le watermark. Donc le watermark, vous connaissez absolument tous, et ça redevient une technologie qui est complètement adaptée à la révolution de l'intelligence artificielle, puisqu'on a une marque qui est absolument indétectable, j'en reparlerai, et qui permet du coup de suivre des contenus qui ont été générés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en discutant finalement avec Marie, là on est sur des choses qui sont un petit peu contraignantes, un petit peu qui font peur, l'IA c'est dangereux, l'IA ça va nous remplacer, etc. On est arrivé à quelque chose, une conclusion qui est quand même beaucoup plus positive sur ce que peut nous permettre le watermark. Bon, on va commencer quand même par la contrainte. Effectivement, le règlement, le RIA, donc le règlement qui régule l'IA, l'IA Act, à partir de août 2026, rendra obligatoire le tagage d'absolument toutes les productions générées par intelligence artificielle à l'aide d'une méthode sécurisée, robuste et fiable. Spoiler, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la Commission européenne, on discute avec eux, ils sont pas du tout avancés sur ces techniques, ils ne savent pas. Il y a des hypothèses et la plus avancée, c'est le watermark. De fait. Mais attention, tout le monde est concerné. Donc le but du jeu, ça va être de déterminer, de discuter avec évidemment toutes les parties prenantes, de trouver une technologie qui soit pas trop contraignante, mais qui quand même permette une fiabilité. Parce que, je fais juste une parenthèse là-dessus, nous, notre conviction profonde par rapport à l'IA, c'est que c'est pas bien ou pas bien, c'est simplement que c'est un outil et qu'en fonction du contexte, ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Néanmoins, ce qui est très important, c'est de toujours savoir à quoi on a affaire. Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé? Est-ce que c'est quelque chose qui a été amélioré, généré? On ne sait pas. Mais, et du coup on s'est posé la question, est-ce que ce watermark, compte tenu de ses paramètres et de ses caractéristiques, permettrait pas finalement d'avoir une opportunité
drôle de coupure, business. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un watermark? Je l'ai déjà dit, c'est une marque invisible, mais c'est très important parce que, alors je précise pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de watermarkers qui sortent en ce moment, quasiment toutes les semaines, et parce qu'ils ont senti le filon. Il y a quelque chose à faire, et donc il y a beaucoup de gens qui pensent être des experts en watermark et qui le sortent. Il y en a vraiment souvent, et on a on va dire des marques qui sont... normalement, il est censé être invisible, il n'est pas du tout invisible. C'est-à-dire, si votre colorimétrie elle change complètement sur votre création, le watermark, il n'est pas bon. C'est pas évident. Il doit être parfaitement robuste et sécurisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas permettre aux utilisateurs de casser le watermark, d'y avoir accès ou de pouvoir limiter, parce que là, finalement, vous perdez complètement l'intérêt de la marque en particulier. En revanche, c'est une famille de technologies qui fonctionne sur toutes les modalités, y compris le texte, et qui est donc extrêmement robuste. Robuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même si vous modifiez la création en question, vous croppez, comme on a pu le voir, d'ailleurs c'était un très bon exemple, merci, les présentations, enfin les créations, pardon, vous gardez la marque. Si vous changez le format, si vous faites une capture d'écran, vous avez une robustesse qui est extrêmement importante. C'est même la qualité première du watermark par rapport aux autres technologies. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà une conformité réglementaire, ce qui est pas mal, parce que quand bien même une autre technologie serait choisie, elle serait nécessairement moins disante. Donc ça veut dire que nécessairement vous avez la conformité réglementaire. Une traçabilité, puisque finalement, quelle que soit la circulation de la création, vous pouvez le suivre. Et bien justement une protection par le suivi en cas de vol, de leak ou de modification de cette création. Et ça, c'est quand même drôlement pratique. Bon, voilà, c'est une petite explication avec un renard extrêmement mignon à droite, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a une image qui est watermarkée là, sur l'image principale, et les attaques sont illustrées tout autour de l'image principale, donc crop, désaturation, JPEG, etc. Et à gauche, on a une illustration de comment ça fonctionne. Donc c'est une illustration, ici on a une image, et donc vous avez un masque qui est constitué sur la création, qui est donc une légère modification au niveau de chaque pixel et qui permet de créer donc le dit masque, et donc qui est extrêmement résistant aux attaques sur la droite. Là, ça a été évidemment, comme c'est précisé, largement exagéré, mais je le redis une nouvelle fois, ce sont des modifications qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Comment, finalement, le use case qu'on a envisagé avec Marie, c'était quoi? C'était de se dire, vous utilisez une image, enfin, vous utilisez les outils maintenant qui sont basés sur l'intelligence artificielle. L'outil en tant que tel intègre un tatouage qui vous est propre. Parce que ça, c'est important de le dire, c'est pas juste tatouer. C'est-à-dire que vous avez un tatouage qui vous permet de remonter jusqu'à la source de production, c'est-à-dire vous. Même, vous pouvez avoir une granularité plus importante et avoir chaque personne qui dispose de son propre tatouage au sein d'une même agence. Et donc, finalement, les caractéristiques watermark que j'ai décrites juste avant permettent de suivre ces créations-là, quel que soit le support utilisé et quelle que soit la viralité, finalement, de la création. Alors, c'est très rigolo que j'utilise des mots comme viralité parce que c'est pas du tout mon domaine. C'est pas ton domaine, c'est pas grave. Je me sens comme un imposteur. C'est pas grave. C'est terrible. Mais justement, quand on s'est parlé de tout ça, tu m'as dit ça permet de suivre les créations et finalement ça permet de faire de la business intelligence. Absolument. Et c'est vrai que c'est hyper important la donnée. Donc avoir le contrôle sur où vos visuels circulent à tout moment, c'est intéressant. C'est intéressant peut-être parce que vous facturez des royalties à l'heure actuelle sur l'utilisation de vos visuels. Peut-être qu'en tant qu'artiste, vous pourriez avoir un intéressement lorsque votre visuel est réutilisé et peut-être à tort et à travers, comme on peut le voir quand un contenu prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'avec une solution comme Label For, apposée à un workflow sur mesure, signature pour votre agence, comme on l'a parlé précédemment dans la démo précédente, on peut envisager derrière, en discussion avec vos clients, de dire sur ces contenus, on vous facture le setup d'un modèle et derrière, le prix au visuel il est de temps, mais par contre il y a un intéressement à la diffusion. Et donc avec une technologie comme Label For apposée à votre workflow custom workflow, eh bien c'est possible. Sachant aussi que ça c'est quelque chose qu'on
ne s'est pas dit, mais typiquement, si vous avez, on va dire, une création qui est de type complexe, c'est-à-dire vidéo plus audio, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un double tatouage à la fois sur l'audio et à la fois sur la vidéo, donc sur l'image. Et en fait, les paramètres du tatouage vous permettent de ramener ça quand même au même hauteur. Donc ça veut dire que même si vous avez une segmentation des modalités, vous avez quand même la possibilité de ramener ça à la même source, ce qui est quand même très pratique. Oui, surtout par exemple, si on se parle des tendances TikTok, des fois c'est juste un son qui va être popularisé, et donc si le son est tatoué, c'est pas inintéressant. C'est évidemment à TikTok que je pensais, vu comment Évidemment. je suis totalement in comme mec. Voilà. Donc du coup, ce que les agences y gagnent, une diversification de leurs revenus, puisque on s'est dit, si jusqu'à présent on avait notre activité de production qui est un peu attaquée par l'IA, par les outils, par l'autonomisation des clients, peut-être que justement ce type d'outillage et d'approche un peu de la co-création, où je fais le setup pour toi et derrière je suis impliqué aussi dans le succès du contenu, peut être rentabilisé. Derrière, potentiellement, vous faites un partenariat avec un artiste, il a une motivation à ce que le contenu fonctionne particulièrement s'il a un incentive corrélé à la réutilisation et la rediffusion de son contenu. Et puis après, vous aurez évidemment, on se parlait tout à l'heure de KPIs et d'incentives du succès d'une campagne en tant qu'agence et d'avoir un intéressement business là-dessus. Là, c'est très concrètement un outil qui vous permettra de le faire. Et une conformité intégrée. Avec conformité intégrée, AI Act, etc., etc. Toujours la petite casquette de Ligol. Et ce que les clients y gagnent de leur côté, un suivi, un tracking de la diffusion, ce qui n'est pas inintéressant de voir où les images se promènent, en tout cas quand c'est public, parce qu'on ne peut pas traquer dans les DM. J'ai demandé, j'ai négocié, mais malheureusement, on ne peut pas rentrer dans les DM des gens. Alors, il reste quand même d'autres réglementations comme le RGPD, ce genre de choses. Mais c'est pas... Voilà. Bon. Mais on peut être en conformité avec le RGPD aussi, ce qui est pas mal. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais pas en fouillant les DM des gens, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est juste ça. Du coup, vous pouvez optimiser, mesurer l'impact réel de vos investissements et avoir davantage de métriques à fournir en haut lieu sur, regardez, vous avez mis tant d'argent sur la table, regardez ce que ça vous a rapporté en termes de visibilité. Ne payez que ce qui fonctionne vraiment, si ça fait partie des négociations que vous pouvez avoir côté client avec vos agences. Et puis, en automatique, vous êtes en conformité. Et Dieu sait que vous avez mis du temps à faire valider à votre service juridique le fait d'utiliser Midjourney. Donc, la conformité, c'est important. Merci pour ton intervention, Nicolas. Merci à la Startup Label Fort, du coup, d'être présente ce soir. Si vous avez des questions, Nicolas est là, il a un micro, il y a 2 questions. Si elles sont très techniques, j'ai mon joker qui est là. Voilà, il a son joker. J'ai trouvé ça super intéressant, vraiment. Je voulais savoir un détail un peu technique, malheureusement. C'est à quel point ça résiste à la compression, par exemple. Tu veux prendre, Ronnie ? Nickel. Et voilà. En fait, ça résiste très 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 bien à la compression. Alors en fait, le truc c'est que le tatouage, on essaye de le concevoir de façon à ce que si on veut le détruire, il faut vraiment détruire l'image, quoi. Genre, faut vraiment faire en sorte qu'il n'y a plus aucun sens à cette image. Et donc du coup, s'il se passe ça, de toute façon, la personne va même plus être intéressée par utiliser l'image. Donc les compressions classiques, ça résiste très très bien. Est-ce que vous avez essayé en vidéo to vidéo de voir si la compression sur le tatouage était imprimée dans la vidéo? Ouais, ça c'est une question qui est complexe parce que c'est quelque chose qu'on discute aussi, qu'on regarde, qui est une question qui est un peu plus large, c'est-à-dire à quel point finalement le passage d'un tatouage dans un modèle est réutilisé à la sortie. Ça dépend en fait de la quantité de matériel initial comporte le watermark pour le ressortir. Mais il y a des études scientifiques où en fait on peut prouver que si on marque plein d'éléments dans la base de données, il y a des traces de tatouages qui peuvent se retrouver derrière à la fin de l'entraînement, mais c'est pas encore 100% fiable. Mais il y a des pistes de recherche à ce niveau-là, quoi. Non, c'est une super question. En fait, ça dépend. Enfin, le Ronnie, je te laisserai répondre, mais ça dépend aussi de la méthode de production. Si Flux Context il régénère tous les pixels, même si ça se ressemble beaucoup à l'image originale, au final, le tatouage qu'on mettra, il sera partout. Il sera quand même partout. Après, il y a quand même des indices qui montrent que justement, quand le tatouage est suffisamment fort, on retrouve des traces. Mais voilà, il y a des papiers. Après, l'idée, c'est vraiment juste dès que c'est généré, on tatoue, quoi. Et peu importe si c'est régénéré par-dessus, on retatoue s'il faut. C'est pas la question. C'est ça l'histoire, en fait. Ouais, bien sûr. Il y avait d'autres questions, mais non. Je sais pas. Est-ce que vous voulez en parler au bar? Est-ce qu'on la prend maintenant? Allez, on déborde.
Oui, j'avais une question. Moi, je fais des films d'animation 2D. Et imaginons, je mets mon film en ligne, il est watermarké, et quelqu'un fait des screenshots de chaque séquence, donc de chaque illustration. Et ensuite, il a une trentaine de screenshots et il veut entraîner une IA pour faire des illustrations dans ce style. Est-ce que c'est protégé ou est-ce qu'il peut quand même générer des nouvelles illus à partir de ça? Protégé comment? Juridiquement ou protégé d'un point de vue ou watermarké? Avec le watermark, ouais. Parce que en fait, tout le monde a en tête ça me fait penser tout de suite au contentieux de Disney avec OpenAI, où là en fait la question elle est même pas sur l'entraînement, mais plutôt sur l'inspiration à proprement parler, et donc la question de la ressemblance. Donc vous allez me dire que je suis en train de contourner et pas du tout répondre à la question, et c'est vrai, mais c'est parce que c'est mon métier. Et dans un deuxième temps, je vais dire que malgré tout, effectivement, encore une fois, ça va dépendre de la taille du modèle. S'il a été entraîné avec beaucoup d'autres éléments et finalement on perd la ressemblance, ça va être compliqué d'y aller. En revanche, si c'est vraiment très proche... Tu veux terminer ma phrase? Vas-y. Non, j'allais dire en fait, c'est si la personne elle a fait une IA qui est vraiment que sur vos contenus à vous, là, il y a peut-être potentiellement pour retrouver la trace, et si on retrouve la trace, on est sûr à 100% qu'il y a eu un vol des images, quoi. Ok, merci. Eh ben, écoutez, il reste une démo et puis après on pourra aller au bar prendre un petit rafraîchissement. Donc merci Nicolas, et puis je vais appeler Sonia et Luc et on va se répartir des micros, hein. On vous a présenté effectivement le travail de nos creative technologistes. Il faut savoir que chez Fleet Forward, on a des consultants, des créatifs et des builders qui vont justement aller au bout de tout ce qu'on vous a raconté et vous mettre en place ce genre d'outillage. Mais avant de penser outils, parce que j'ai beaucoup de demandes, on veut automatiser ça, est-ce qu'on peut faire un agent là-dessus? Il y a quand même une réflexion, un petit rembobinage à faire, et vous avez certainement constaté que lors de toutes nos réflexions et tout ce qu'on vous a partagé, il y a quand même pas mal de questionnements sur le modèle qu'on utilise, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que ça va être joli, est-ce que ça va être pas joli, est-ce que ça va être coûter de l'argent, plus ou moins, est-ce que je vais gagner du temps? Donc il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et c'est pour cela que on a notre pool de consultants chez Fleet avec des spécialités compatibles avec les vôtres, donc des consultants avec des backgrounds créatifs, marketing, business, tech. Et donc c'est pour cela que je voulais vous parler, pour terminer notre démo, de avec qui vous allez pouvoir la mener, cette révolution IA. La vraie question, elle n'est pas de savoir si l'IA va transformer. Je pense que vous avez entendu tout ce qui était super ce soir de ce qui se passe, c'est quand. Évidemment, dans le quand, je me plais quand même à rappeler, parce que je suis un peu plus ancien que les autres, c'est une techno qui a 2 ans et demi, en tout cas une version grand public. Il nous est promis la nouvelle version ChatGPT 5 à l'automne, entre l'été et l'automne. Donc personne n'a envie de devenir le Kodak, le BlackBerry de l'époque Internet. Et donc le vrai sujet, c'est à quelle vitesse vous pouvez y aller. Et normalement, on pourrait se demander, vu que tout ce que vous avez entendu, pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus vite? Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider, parce qu'on se doute de certaines raisons qui font que vous n'y arrivez pas facilement. Alors on a vu d'excellents cas qui sont assez intéressants. Ce sur quoi on s'est penché, c'est qu'en effet, tous les jours, il y a une nouveauté. Et c'est super tentant pour n'importe quel service dans les équipes de tester les nouveautés. Le problème, c'est que la nouveauté, elle est remplacée par une nouvelle, généralement plus chère. Il y a peu, finalement, encore aujourd'hui, de baisse de prix. On a souvent une fusion des technologies, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 services qui testent 2 outils, et puis le nouvel outil promet d'agréger les 2. Donc on va se demander où est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on le range. Tout ça aujourd'hui est fait d'une manière générale, à part les quelques cas peut-être emblématiques qu'on a vus, généralement un peu en silo, chacun dans son coin, quand généralement les collaborateurs soit sont incentivés à le faire, soit disent qu'ils le font. C'est ce qu'on appelle le shadow AI, qui est l'équivalent du shadow IT, où je ramène chez moi du boulot le soir et je fais exécuter les choses à ChatGPT avec les problèmes de dérive que vous pouvez imaginer. Alors que font les managers? Les managers, on les a entendus, on les a vus, ils ont tous envie qu'on y aille, sauf qu'un manager dans une agence créa particulière, il a 2 choses à gérer au quotidien, les emmerdes avec les clients, enfin le newbies, et puis après, tout de suite après, les emmerdes, parce que ça reste des clients, et la partie économique et finance. Ce qui nous a profondément inquiété, c'est que ce sujet, il est humain. Aujourd'hui, dans une agence, pourquoi Fleet? Parce que c'est difficile de recruter un mouton à
Midjourney ferait facilement 500 aux 1000 pattes. Il faut être bon en tech, il faut être bon en créa, vous l'avez entendu ce soir, il faut être bon en business, il faut être bon en management, il faut être bon en communication, il faut être bon en RH. Et ça, c'est assez difficile à trouver. On ne sait pas en tout cas sur qui le mettre, parce que les équipes sont déjà chargées. Et deuxième chose, on pourrait se dire, vous avez certainement tous commencé, on va se former. Alors est-ce qu'on se forme à Midjourney, est-ce qu'on se forme à Flux, est-ce qu'on se forme aux outils, est-ce qu'on se forme en fait pas aux outils, parce que c'est pas intéressant, on forme le reste de l'agence à savoir qu'est-ce qui reste à l'humain, développer le sens critique, développer justement la créativité pure et dure. C'est peut-être ça la bonne formation qui accompagne l'IA. Alors pourquoi en fait retarder la transformation, c'est prendre des risques aujourd'hui pour les agences ? Première chose, c'est qu'en fait le contexte est assez inédit. Déjà, je pense que vos clients ont le souhait ou ont peut-être l'envie d'internaliser beaucoup plus et faire soi-même. C'est renforcé par des éditeurs qui promettent monts et merveilles à devenir créatifs d'un coup de baguette magique, et on l'a vu à quel point c'était pas qu'une question d'outils, c'est une question de savoir-faire aussi et d'expertise. Mais voilà, le contexte est favorable pour que les clients internalisent. C'est une crise aussi potentielle côté RH, ne serait-ce que parce que en fait, vous avez le besoin de conserver de l'attractivité pour les gens qui travaillent dans les agences, c'est-à-dire que eux-mêmes prennent le train et que eux-mêmes se sentent faire partie de cette transformation. Donc ne pas se transformer, c'est finalement ouvrir un peu la porte à des collaborateurs qui voudront vivre des expériences de transformation ailleurs, ou pourquoi pas pour eux-mêmes, puisqu'ils en ont potentiellement la. Troisième point, en fait, nous, on est persuadés que l'IA a besoin de fondations très solides. C'est-à-dire que ça ne va pas être un petit coup de peinture par-ci, un petit coup de peinture par-là, un petit coup de, entre guillemets, activation par des outils IA, sans repenser peut-être au process, à la façon dont vous envisagez vos offres. On l'a vu, même la relation avec les clients, elle vient à évoluer. Donc comment on repense en fait finalement la proposition de valeur de l'agence. Voilà, donc la transformation, c'est important de la prendre, j'irais même tout de suite, maintenant. Alors, on a une conviction forte, c'est que c'est pas qu'une question de techno, c'est une question aussi humaine, IH, l'intelligence humaine qui est aux commandes de tout ça. Et ça repose sur vraiment 3 prérequis. Une stratégie qui est vraiment claire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment guidée par le top management, qui a envie d'impulser en fait cette transformation. Un alignement global, c'est-à-dire que tout le monde est impliqué dans cette transformation et y contribue et en fait partie et évolue également avec la tech. C'est vraiment important pour ne pas risquer d'être largué, tout simplement. Et puis la maîtrise des outils, vous l'avez vu, en fait, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses qui sortent tous les jours, qui évoluent en termes de fonctionnalité, en termes de tech, qu'il faut s'appuyer sur des experts qui sont vraiment très pointus dans chacun de leurs domaines. Donc l'idée, c'est de contrôler rigoureusement ce que produisent les outputs des IA, mais aussi de faire un travail de back, c'est-à-dire de réamélioration à chaque fois que la production a fourni des choses qui pouvaient être améliorées, par exemple. Alors du coup, comment on travaille avec Fleet Forward et nos merveilleux consultants qu'on va amener juste au bon moment pour faire avancer vos sujets dans le bon ordre, sans oublier aucun aspect. On commence à travailler en version top-down avec la direction. On met tout le monde autour d'une table et on commence à prendre des décisions, à faire des arbitrages. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Comment vous travaillez ? Où sont les points d'inefficacité, avec ou sans IA ? Quels outils vous avez commencé à tester ? Où est-ce que ça fonctionne ? Où est-ce que ça fonctionne mal ? Donc d'abord, on parle aux dirigeants. Ensuite, on s'aligne sur une piste qu'on va tester et confronter au terrain, bottom-up. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité par rapport à ce que vous avez perçu au sein de votre équipe créa qui, selon vous, a testé des choses avec l'IA, avec plus ou moins de succès sur les agences. Donc, pourquoi ça marche pas, de quoi ils ont besoin selon eux. Et puis derrière, on décide d'une roadmap en bonne intelligence avec les équipes et la direction pour mener les bons chantiers dans le bon ordre. On commence bien sûr par ceux qui permettent d'avoir des résultats rapides à court terme, et parce qu'on a la donnée, parce qu'on a la ressource, parce que c'est pas trop compliqué techniquement, parce que ça demande pas de mettre trop d'argent sur la table. Et en fait, on se fixe des chantiers un peu plus essentiels, à fort impact, qui mobilisent un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de temps. Et on anticipe tout ça tous ensemble, dans le bon ordre. Donc,
On travaille, une fois qu'on a fait cet audit avec les dirigeants, on travaille avec chaque équipe, votre équipe social media, votre équipe conseil, votre équipe commerciale, votre équipe créa, de sorte qu'on comprend bien comment ils travaillent et puis que eux-mêmes, en fait, ils vont avoir droit à notre reco de roadmap de transformation. Puis après, l'agence décide, OK, on est d'accord, on commence par là. Donc effectivement, il faut que nos créas, ils aient tel outil et qu'ils en fassent peut-être un usage plus intensif, puisqu'à l'heure actuelle, on a identifié qu'ils ont l'abonnement, mais ils n'utilisent que 10% et une fois tous les 3 mois. Alors, est-ce qu'on a le bon outil ou pas? Et derrière, comment ils l'utilisent? Est-ce qu'ils perdent du temps à certains endroits? Et comment ils pourraient éviter d'en perdre? Nos consultants créatifs vont venir pour dire, bon, bah là, en fait, jusqu'à présent, ce truc-là, tu l'as fait avec tels outils. Si tu le faisais avec tel outil à l'inverse, tu dépenserais moins en abonnement et puis ce serait plus efficace. Et si tu as besoin d'un GPT, on te le crée ensemble, on t'apprend comment faire, et derrière, on s'assure qu'il performe. Parce que créer un GPT, c'est pas si compliqué. Créer un GPT qui donne exactement ce qu'on a envie qu'il donne au bon moment, de sorte qu'on s'évite de faire un back and forth sans fin, qui finalement fait gagner du temps à personne, c'est tout autre chose. Donc en fait, nous, on se positionne comme votre lead IA externalisé, puisqu'on a rencontré plein d'agences, toutes n'ont pas fait le choix d'avoir un lead IA en interne, et en plus celles qui l'ont fait en sont parfois revenues en disant en fait c'était pas une bonne idée, parce que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui soit à la fois sur le business, sur la créa, sur la tech, et qui ait réponse à tout, parce qu'il faut avoir cette maîtrise de sujets juridiques, compliance, enfin il faut avoir une vision 360. Et du coup, c'est en faisant monter les bons experts au bon moment qu'on peut vous apporter cette vision-là. Donc, on a nos consultants, on a nos creative technologistes, nos builders d'automatisation, d'assistants, d'agents, et beaucoup de services. On vous forme, on fait tout, en fait. On a bien sûr le sujet formation par lequel on a eu beaucoup d'opportunités. On est venu nous chercher en disant on veut apprendre à utiliser l'IA, mais en fait, est-ce que vous avez un intérêt à ce que tout le monde chez vous devienne le plus fort en prompting, ou pour que 2 mois plus tard, en fait, il change d'agence et mince, on a tout misé sur Jean-Pierre, on est à poil. Donc les patchs, en fait, ça marchait sur certains sujets. Nous, on pense pas que ce soit une bonne solution sur l'IA. On pense que vraiment, il faut prendre des décisions. Ça touche votre business model, ça touche aux attentes de vos clients, ça touche les briefs, les budgets. Ça touche vos recrutements, ça touche vos décisions d'investissement à court terme, moyen terme, long terme. Et nous, on est là pour vous accompagner sur ces décisions. Alors attention. Terrible. On a eu un petit peu des soucis, mais merci à la régie qui a fait de son mieux, parce que voilà, il n'est pas tous les 4 matins aux commandes du Théâtre de l'IA, mais merci David, merci à tous les intervenants, merci à vous d'avoir été un public aussi attentif. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous vous demandez où est le bar, il est pas loin. Donc l'idée, c'est quand même, avant de vous laisser partir, que si vous êtes dit, bon ok, ça serait quand même pas mal qu'on se pose autour d'une table et qu'on tranche sur ce sujet une bonne fois pour toutes, vous nous commandez votre audit avant la fin de l'été, et en plus, vous avez un petit déjeuner offert. Elle est pas belle, la vie. Donc voilà, on ne pouvait pas vous laisser partir comme ça, sans vous offrir une petite récompense pour être venu par ce temps caniculaire contre vents et marées pour repenser un peu vos workflows de prod créative. Donc vous avez le QR code, et je vous invite à vous rendre désormais au bar pour bénéficier d'une boisson bien méritée. Vous aurez également des petites choses à grignoter. Il y a des merveilleuses planches qui sont servies sur demande. Et puis nous, on va vous offrir des petites chips, des petites olives. Voilà. Merci à tous.